Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, ravi de vous retrouver en ce début d'année 2024, une année passionnante, évidemment, avec la grande cause, les Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc, nous sommes ravis de vous retrouver pour cette quatrième conférence. Alors, on a inversé deux thèmes donc pour cette quatrième conférence, pour cause de championnats de France élite qui ont lieu ce week-end à Miramas. Mais vous allez voir, le sujet et le thème va être véritablement passionnant. Donc, ravi de vous retrouver pour cette dynamique de formation continue, de perfectionnement. Chers entraîneurs qui nous écoutez, chers coachs dédiés au running et au sport santé. Initiative portée par l'association Planète Running and Walking. Donc, en partenariat avec la Ligue Hauts-de-France Athlétisme, la Fédération française d'athlétisme, et puis avec le soutien et l'appui d'Harmonie Mutuelle, première mutuelle de France très engagée dans le running. Vous avez vu d'ailleurs cette petite vidéo en introduction. Donc, toujours le même principe, on est ici pour échanger sur un thème, une petite heure d'intervention, et puis évidemment la possibilité d'avoir des échanges et de poser vos questions dès maintenant dans le chat ou en direct tout à l'heure. Alors aujourd'hui, on est réunis pour traiter d'un sujet. Donc le thème, c'est cœur de running. Donc tous les sujets, tout ce qu'il faut savoir sur cet organe et muscle stratégique à la fois pour le corps humain dans son ensemble, mais aussi par rapport au running, par rapport aux filières. Et vous verrez, on parlera de nombreux concepts et spécificités par rapport à cet organe. Donc on a la chance d'accueillir parmi nous le docteur Nima Enja, cardiologue du sport très connu dans notre belle région des Hauts-de-France, également runner lui-même. Et donc, il va nous faire l'honneur d'intervenir sur ce sujet. Posez dès maintenant vos questions. Vous pouvez toujours nous retrouver sur les différents réseaux sociaux. Donc, la page et le groupe Académie du Running sur LinkedIn. Également, nous retrouver sur les différents supports. Donc, Facebook, Instagram et également X, ex-Twitter. Je salue évidemment l'ensemble de l'équipe qui permet la réalisation et l'organisation de cette belle dynamique. Le président Alice Adedine, Fanny Prevot qui échange avec vous sur les liens et puis qui vous invite à chaque rendez-vous, puis ainsi qu'Alexandre et Johan à la technique. Posez dès maintenant vos questions, n'hésitez pas, on est là pour échanger, pour monter en compétences, pour évidemment partager notre passion commune qu'est le running. Donc j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Nima Enja. Merci d'être parmi nous. Et puis je vous laisse le micro sur ce sujet passionnant. Merci à vous. Merci à toi. Je suis vraiment très ravi de participer à cette conférence et le cœur de mon métier qui est la cardiologie et la cardiologie du sport. Alors pour me présenter rapidement, je participe à beaucoup de bilans cardiaques chez les sportifs de haut niveau, un peu dans toutes les filières, que ce soit dans les pôles espoirs, jusqu'au club professionnel et les amateurs. On a une partie dans la cardiologie du sport qui est liée vraiment à l'évaluation simple et le dépistage, comme les bilans qu'on fait que ce soit dans les équipes de foot, dans les pôles espoirs, dans les CREPS. Et on a toute une partie qui est plus intéressante pour moi, qui est le cardiaque qui veut refaire du sport et du sport en compétition. Et comme vous le savez, le running reste quand même avec le cyclisme un des deux sports majeurs en France. Et on a de plus en plus de cardiaques qui font du sport, même après un infarctus. Et ceux-là, il faut les accompagner et les évaluer. Et c'est vraiment l'élément pour moi le plus intéressant. Alors justement, on va rentrer dans le vif du sujet et parler de différents points sur cette cardiologie du sport, on va dire en général. Donc on va commencer par un petit peu d'épidémiologie et savoir un petit peu ce qu'il en est en France au niveau de l'activité physique et le bénéfice, les risques, puisque nous, moi les gens viennent en consultation surtout pour les risques, que ce soit les clubs, les assurances pour les sportifs de haut niveau, ou vous-même quand vous venez vous en tant que sportif ou les sportifs que vous gérez. Et puis derrière, on regardera un petit peu ce que c'est qu'un cœur de sportif et les spécificités vis-à-vis de notre pratique du running. Alors la première chose quand même, pour commencer en termes d'épidémiologie, tout le monde connaît cette fameuse phrase attribuée à Winston Churchill qu'il n'a pas dite vraiment, mais lui-même était un très grand sportif. Il pratiquait le polo à haut niveau, il était dans l'équipe de la Reine d'Angleterre, et même si sa phrase c'était pas de sport, finalement il en a beaucoup pratiqué. Et donc, pour commencer, l'état des lieux un petit peu en France, alors vous le savez, c'est pas d'aujourd'hui, mais depuis plusieurs décennies, voire des siècles, on n'a fait que diminuer notre activité physique du quotidien.
On est passé de chasseur-cueilleur à télé et bureau, ordinateur. Et donc, c'est vrai que ce manque d'activité physique ou cette baisse d'activité physique a un énorme impact dans la société, que ce soit en santé publique en général, mais même à l'état individuel pour chaque personne. Vous voyez que globalement, en France, il y a une baisse d'activité physique avec le temps, mais surtout aussi avec l'âge. Et plus on va avancer en âge, moins on va être actif. Deuxième élément important, on va y revenir juste après dessus, c'est la sédentarité. On peut être actif et sédentaire, et vous voyez qu'on est dans les mauvais élèves en Europe sur la sédentarité, et on déclare quand même être assis plus de 7 heures par jour, ce qui est quand même énorme dans une journée. Quand vous prenez en plus le temps de sommeil, il ne reste plus beaucoup d'activité. Et donc voilà un petit peu simplement les données de l'ONAPS, reprises après par le ministère, qui globalement, entre 1 tiers et 2 tiers des gens ne font pas assez d'activité physique dans toutes les catégories d'âge. Et plus on va avancer en âge, moins on va avoir ce niveau d'activité physique. Et vous le savez, c'est un peu le cœur des différents sujets de santé publique, notamment chez les jeunes. Il y a de moins en moins d'activité. C'est vraiment un tsunami de santé publique de diminuer cette activité physique au quotidien. Alors, quelles sont un petit peu les recommandations? Alors, je ne vais pas tout détailler, mais vous le savez, globalement, il faut, pour tout à chacun, alors encore plus quand on est jeune, pratiquer l'activité physique. Mais l'activité physique, c'est vrai il y a des définitions et ce n'est pas forcément évident. Moi, quand je vois des gens en consultation, parfois, quand je leur pose la question, est-ce que vous faites du sport? Ils me disent, oui, docteur, je marche. Bon, déjà, vous voyez, c'est pas forcément compatible. Et quand on dit aux gens, est-ce que vous êtes actif? Oui, oui, docteur, je fais la cuisine, le ménage, mais ils passent leur journée à la maison. Donc, vous voyez, ça, c'est un petit peu des choses différentes. Et c'est vrai que vous, en tant que sportif, ou avec les sportifs que vous gérez, on peut être sportif et sédentaire, on va le voir juste après. Dans les recommandations, vous savez qu'il faut faire plus de 3 à 5 fois par semaine, 25 à 30 minutes d'activité physique, d'intensité au moins modérée. On verra un petit peu après dans le topo. Le modéré, c'est, on va dire, à l'endurance, au seuil, premier seuil ventilatoire. Alors, les différentes définitions, c'est vrai que moi, je prends pas mal de temps aussi quand on est en consultation ou même quand on voit les sportifs, de bien leur expliquer la différence dans les différents types d'activités. Et c'est vrai que la première chose, la sédentarité, c'est passer plus de 5 à 6 heures assis par jour. Et on commence à avoir un énorme risque au-dessus de 7 heures par jour. Et ça va très très vite. Les repas, se déplacer en voiture, être en télétravail, être devant son ordinateur, la sédentarité, c'est vraiment un élément très très important. Et nous, on recommande vraiment de se lever toutes les heures, toutes les 2 heures, de jamais rester assis, de manière prolongée en tout cas. Et ça, il y a quand même beaucoup de moyens d'améliorer la situation. Après, il y a l'inactivité physique. Donc, c'est ceux qui ne rentrent pas dans la recommandation précédente, ceux qui ne font pas assez d'activité physique. Et c'est vrai que l'activité physique, c'est simple, c'est bouger. L'activité, je bouge, je suis actif. Après, on va discerner l'exercice physique. L'exercice physique, c'est je vais faire une activité physique qui va être programmée dans le cadre de ma santé pour améliorer mes performances, ma santé en général. Et après, on va avoir l'activité physique sport. Le sport, c'est vraiment un exercice physique qu'on va répéter et vraiment pour essayer d'optimiser sa performance. C'est quelque chose qui va être réglé de manière hebdomadaire, quotidienne, un peu comme ce que vous faites et que vous pratiquez. Tout ça va engendrer un certain degré de condition physique, d'amélioration de ses capacités d'effort, et on verra les notions après que vous connaissez bien, un peu galvaudées, mais de VO2 max, de VMA, etc. etc. Alors, pour en revenir juste quand même, moi sur mon cœur de métier, la lutte contre la sédentarité, remettre les gens à l'activité physique et sportive, souvent on considère que cette sédentarité, on l'oppose ou on l'associe à la malbouffe et on se dit que c'est avec la malbouffe que les gens sont devenus un peu obèses. Un peu dans l'état d'esprit des gens, ils ne pensent pas forcément à la sédentarité, ils vont penser plutôt à l'obésité. Et c'est vrai que c'est plutôt faux. Quand on regarde l'apport énergétique au fur et à mesure des années, globalement, on a plutôt diminué notre apport énergétique, mais par contre, l'obésité a explosé. Et quand on regarde à côté le nombre de voitures par foyer et le nombre d'heures passées devant la télévision, on voit que c'est bien corrélé à l'obésité. Et c'est vrai que pour chaque tranche d'âge, quand vous passez du temps devant la télé, chaque tranche d'activité physique, sédentaire, actif, sportif de haut niveau, dès que vous passez du temps assis, vous augmentez votre risque de faire des problèmes cardiovasculaires et de mourir d'un problème cardiovasculaire.
Et comme je vous le disais tout à l'heure, donc on peut très bien être, là on le voit bien sur le profil de gauche, être sportif et être sédentaire. Donc vous voyez la courbe rouge, c'est quelqu'un qui va pratiquer de l'activité physique tout au long de sa journée et qui va avoir sa petite séance de sport là pendant 1 heure ici, en matinée. Et on voit que ce n'est pas le même profil que celui qui va être sédentaire, qui va passer, un sportif de haut niveau qui va faire son entraînement de la journée, qui va passer le reste de son temps devant la télé, devant Netflix ou à jouer aux jeux vidéo. On n'a pas du tout le même profil et on ne va pas avoir le même risque au long cours, même si on ne s'en rend pas forcément compte. Que ce soit risque d'événements dans sa vie, cardiaque, cardiovasculaire, cancer, mais aussi, quelque chose d'important pour vous, entraîneur, les blessures. Les blessures, donc l'hygiène de vie, vous le savez, et cette sédentarité en font partie. Donc on a plusieurs profils, vous voyez, on a des actifs sédentaires, des actifs non sédentaires, des inactifs sédentaires et des inactifs non sédentaires. Alors, est-ce qu'il y a vraiment un bénéfice à pratiquer de l'activité physique, même quand on est sportif de haut niveau? Oui, parce qu'en fait, dans chaque tranche d'activité physique, vous allez avoir un bénéfice. Donc ici, à gauche, vous allez avoir quelqu'un qui est sédentaire, qui va reprendre l'activité physique, qui va énormément gagner en baisse de risque de faire un problème cardiaque. Mais même si vous êtes quelqu'un déjà de très sportif et que vous augmentez encore l'activité physique, alors quand je dis activité physique, on a dit, de la marche, même faire autre chose que son sport, vous allez aussi encore gagner en bénéfice en termes de mortalité globale, ce qui, nous, en médecine, est est très très puissant en tant que facteur prédictif. Ce n'est pas juste des événements cardiovasculaires, c'est vraiment diminuer sa mortalité et augmenter son espérance de vie en bonne santé. Et si on suit les recommandations de l'OMS, qui sont reprises partout, on va avoir une diminution globalement tout au long de sa vie, par tranche de 10 ans, de 14% de mortalité en moins, ce qui, en gros, pour vous faire simple, quand on pratique 3-4 heures d'activité physique sportive par semaine, on augmente de 5 ans son espérance de vie en bonne santé, ce qui est majeur. Alors, il y a eu un concept pendant un moment, on va revenir sur la diapositive après, mais c'était, si je fais trop de sport, est-ce que je vais abîmer mon cœur? Souvent, les gens viennent me voir, j'ai encore vu ça hier en consultation, un triathlète qui me dit, ma femme, elle m'envoie parce qu'elle a peur, parce que je fais trop de sport, elle me dit qu'il faut que j'en fasse moins. Elle a peur pour mon cœur. Forcément, moi, les bras m'en tombent quand j'entends ça. Mais il y a eu quand même, c'est pas forcément si bête que ça. C'est vrai que quand on pratique du sport, quand on va faire tout de suite de l'activité physique, je vous ai dit, on va tout de suite diminuer son risque de mourir, de faire des problèmes cardiovasculaires. Mais dès qu'on va un peu intensifier, avoir vraiment des gros volumes, 15-20 heures de sport par semaine, on va légèrement réaugmenter la courbe sur les événements, on va voir pourquoi. Mais on reste bien évidemment, vous le voyez là, largement en deçà, entre 40 et 30% que la sédentarité. Alors, est-ce que le trop intense est délétère? Toutes les études ont démontré que ce soit en volume ou en intensité, on n'augmente pas le risque versus l'intensité. Alors, bien évidemment, moi je ne vais pas détailler là parce qu'on parle du cœur, on va parler du cœur de runner, mais vous savez que ce n'est pas que le bénéfice sur les événements cardiovasculaires et sur le cœur en lui-même, mais on diminue aussi d'un tiers de beaucoup de cancers, de maladies chroniques comme le diabète. C'est vrai que le diabète de type 2, c'est quand même essentiellement, il y a une partie génétique, mais essentiellement lié à son hygiène de vie. On va avoir aussi, ça a été largement démontré, des diminutions dans les troubles cognitifs, les démences, puisque vous savez que la moitié des démences, globalement, c'est tout ce qui est Alzheimer, Parkinson, et l'autre moitié, c'est vasculaire. L'hypertension artérielle, etc., qui au long cours entraîne des démences. C'est un enjeu de santé publique actuellement. On va améliorer un peu le polymédicament, on va diminuer l'anxiété puisque ça va libérer les mêmes hormones, la sérotonine, la dopamine, l'endorphine qu'un anxiolytique ou un antidépresseur. On va améliorer l'arthrose, l'ostéoporose, enfin bon, tout un ensemble d'éléments. Alors on va en revenir vraiment au sport, au running en lui-même. Est-ce que c'est un facteur de risque de mourir ou de faire un problème dans le temps? Alors on va commencer par vous montrer là, juste ici. Vous voyez, c'est Anthony Van Loo qui s'écroule pendant un match. Donc il fait sa mort subite. Alors je vous le laisse un petit peu, vous allez voir. Hop, il reçoit un petit choc électrique. En fait, ce jeune homme jouait avec son défibrillateur, autorisé en Belgique, pas en France, et il a été réanimé par son défibrillateur. Donc maintenant, on a vu déjà beaucoup d'images comme ça dans le temps. On a Eriksen récemment dans le football, et c'est vrai que tous les week-ends, toutes les semaines, si vous tapez sur Internet « mort subite du sportif », vous allez avoir dans toutes les régions de France, et d'ailleurs souvent des journaux locaux, puisque les sportifs de haut niveau vraiment qu'on suit, il y en a très peu en fait qui meurent au final. Mais dans les sportifs tout venant et dans la grande population de tous ceux que vous voyez, c'est-à-dire les
personnes de plus de 35 ans. Là, il y a un énorme taux de mort subite et d'événements cardiovasculaires. Alors, juste pour vous donner quand même le chiffre, en France, on a 2500, à peu près entre 1800 et 2500 morts subites lors de la pratique sportive. Si on compare aux événements sur la route, c'est un peu moins de 3000. Donc, si vous voulez, on est dans les mêmes proportions, mais ce n'est pas la même prise en charge, on va dire, que ce soit dans les médias ou en termes de prévention vraiment de santé publique. Alors, dans les événements, bien évidemment, dans les morts des sportifs, il y a beaucoup d'accidents traumatiques. On a pas mal de choses. Ça, ce sont des études qui sont faites aux États-Unis, donc on n'a pas forcément les mêmes causes. Notamment, vous voyez, un truc qui me fait toujours rire, moi, c'est les homicides. Hein. Ça, on n'a pas en principe en France, en bas. Mais sur les plans cardiaques, c'est la première cause de mortalité en termes d'événements médicaux. Et quand on regarde le taux de mortalité, c'est-à-dire quel est mon risque en tant que sportif de haut niveau, en tout cas de bonne pratique sportive, de me faire un problème. Dans la population générale des sportifs, si on prend tout le monde, on est convenu que c'est un sportif pour entre 20 et 40, 50 000 à peu près. Donc là, ce sont l'ensemble des universitaires américains, donc la NCAA, vous voyez, c'est 1 pour 53 000 quand on prend tout le monde. Donc c'est quand même pas négligeable quand on voit qu'il y a en France, par exemple, à peu près 10 millions de licenciés. Vous voyez, ça fait quand même un taux important. Alors même si la population n'est pas exactement la même, mais dans certaines populations, donc là si on prend les basketteurs américains, noirs américains, on va jusqu'à 1 pour 1000, ce qui est énorme. Alors, nous en tant que runner, est-ce que notre sport est plutôt un peu plus à risque que quelqu'un d'autre? Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les 3 sports les plus pratiqués, c'est le foot, le vélo et le running. Et en effet, on retrouve en tête de liste des morts subites ces 3 sports. Donc avec le running qui est quand même bien représenté puisqu'il représente quasiment un quart des morts subites. Alors de quoi je vais mourir ou qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce qui est potentiellement possible comme événement. Alors on va faire très simple, mais c'est pour vraiment que vous compreniez pourquoi on a fait faire à l'époque des certificats et différents examens en fonction de l'âge, si vous voulez. Avant l'âge de 35 ans, globalement, ce sont des maladies congénitales, héréditaires, que l'on peut facilement dépister sur un électrocardiogramme. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est un peu compliqué. Par contre, après 35 ans, la cause principale d'événements cardiovasculaires, pour faire simple, c'est l'infarctus. Ce sont les artères coronaires qui se bouchent. Et malheureusement, chez les sportifs, chez les runners, l'infarctus n'a pas de symptômes au préalable. C'est-à-dire que ça va être une rupture de plaque de cholestérol. Et ça, il n'y a pas de symptômes. Et c'est bien ça le problème, c'est-à-dire qu'on peut courir son marathon en 2h30 et avoir des artères malades. Aucun risque. Enfin, c'est compatible. C'est bien là où tout est le problème, c'est de se dire qu'on est sportif et qu'on est immunisé. Et ben, ce n'est pas la réalité. Alors on verra que la balance entre le bénéfice et le risque, bien évidemment, est largement en faveur du bénéfice. Là, je vous parle des risques, mais c'est pour justifier le pourquoi des examens qu'il faut faire une fois de temps en temps. Alors donc, est-ce que le sport est un paradoxe? C'est-à-dire que d'un côté, moi je vous dis, bien évidemment, il faut en faire beaucoup, et plus on en fait, moins on a de risque de mourir, et plus on va vivre longtemps en bonne santé. Et d'un autre côté, je vous dis, à partir de 35 ans, il y a une explosion des infarctus chez les sportifs. Alors c'est vrai déjà dans la population générale, vous savez que il y a l'âge, plus on avance en âge, plus on a un risque de mourir, plus on a un risque de faire un infarctus, ça vous paraît logique, mais c'est vrai pour les runners. C'est pas parce qu'on est sportif, qu'on court 50-100 km par semaine, qu'on a moins de risque de mourir que quelqu'un d'autre en termes de génétique, on va dire. Et il y a un élément qui est très très important, et ça moi j'insiste dans toutes les conférences qu'on fait en tant que cardiologue du sport, dès qu'on fait, même auprès des médecins on insiste, il y a une période qui est très très à risque, c'est de reprendre ou de commencer le sport. Le running, c'est facile. Les gens se mettent facilement au running parce qu'on met une paire de baskets, on sort de chez soi, on peut courir. Ou même sur un tapis, donc c'est facile. Et c'est vrai que par contre c'est intense. Se mettre à courir, même si on ne s'en rend pas compte, dès qu'on se met en mouvement de courir, un petit peu des bonds vers l'avant, si vous voulez, cet équilibre instable vers l'avant, on porte son poids et on fait des mini-sauts, si vous voulez. Et donc, c'est très intense. Enfin, c'est intense. Pour quelqu'un qui part de rien, c'est très intense. C'est un peu comme monter des escaliers. Parce qu'on porte son poids. Et qu'on met beaucoup de masse musculaire en jeu. Et donc, on a 50 fois plus de risques quand on se met à faire du sport de faire un infarctus que quand on est déjà sportif de base et qu'on va augmenter son volume. Alors,
il y a un autre élément qui est important aussi pour nous quand on voit des sportifs, c'est que on peut se dire sportif, mais il y a plein de sportifs différents. Alors ça va être un petit peu moins embêtant maintenant puisque les certificats sont en train d'évoluer, les nécessités de bilan, etc. Mais c'est vrai qu'on peut faire du sport en loisir, du sport en compétition. On peut être professionnel, géré par soit sa fédération, sa ligue, ou éventuellement les assurances du club. On peut être dans des centres de formation, dans les CREPS, dans les pôles espoirs. On peut être inscrit sur liste de haut niveau, hein, vous le savez, hein, vous le savez mieux que moi, liste de haut niveau espoir, liste de haut niveau. Mais aussi, on peut être sportif de haut niveau d'entraînement sans être à haut niveau de performance. Je peux courir mon marathon en 4h30 et faire 20 heures de sport par semaine parce que je vais aller faire du crossfit, je vais aller faire 5 heures de course à pied, mais je vais faire aussi 2 heures de course à pied, 2 heures de boxe, et je vais avoir un volume d'activité physique qui va faire que je vais développer ce qu'on appelle le cœur de sportif, pas forcément avec la performance. Et souvent ça, notamment dans le monde du running, il y a toujours l'esprit de compétition comme tous les sports, mais avec les réseaux sociaux un petit peu, notamment Strava et compagnie, parfois on se sent un petit peu en arrière parce qu'on voit d'autres performances de d'autres personnes et on se dit, bah tiens, c'est bizarre, moi je fais 20 heures de sport par semaine et j'arrive pas à courir en 4 minutes au kilo. Et il y a des vraies dépressions et des vraies anxiétés vis-à-vis de ça. Mais après, il faut analyser un petit peu tout ça. Et on peut être sportif de haut niveau d'entraînement sans forcément avoir la performance derrière. Mais c'est pas grave, en termes de bénéfices de santé, ça reste la même chose. Pour parler du cœur de sportif, nous on appelle ça dans le jargon le cœur d'athlète. Ce cœur d'athlète, tout le monde ne le développe pas. C'est-à-dire que les éléments qui vont, sur le plan cardiaque, être liés à la pratique sportive, il faut quand même un certain degré. Parce que vous savez que parfois vous allez chez votre médecin, vous dire vous avez un cœur de sportif. Oui, mais alors, quand on fait 2 heures de sport par semaine, on ne développe pas un cœur de sportif. Alors, c'est pas un cut-off. Là, je vous ai mis 6 heures à 8 heures de sport par semaine. C'est vraiment un peu linéaire. Mais voilà, entre quelqu'un qui va faire 2 heures de sport par semaine et quelqu'un qui va faire 15 heures de sport par semaine, il y a une énorme différence sur l'impact au niveau cardiaque. Donc, globalement, on dit que pour développer un cœur de sportif, vous savez, hein, on parle de la bradycardie du sportif, hein, avoir un cœur un peu plus gros, etc., un cœur un peu hypertrophié. Il faut faire plus de 6 à 8 heures de sport par semaine. Alors quand on dit sport, pour nous encore une fois, c'est faire une activité physique au-delà de l'essoufflement, au-delà du premier seuil ventilatoire, au-delà de l'endurance, enfin au-delà, à partir de l'endurance fondamentale. On verra un petit peu sur la partie fréquence cardiaque ce dont on parle. Et il faut avoir pratiqué ça pendant au moins quelques mois, 6 mois, pour que les modifications hormonales engendrent sur le plan cardiaque ces fameuses modifications. L'augmentation, ce qu'on appelle du tonus vagal que vous devez connaître en tant qu'entraîneur, c'est vrai que c'est plus facile de vous expliquer, et notamment avec la variabilité de la fréquence cardiaque qu'on verra tout à l'heure, entre la balance entre le sympathique et le parasympathique, hein, l'adrénaline et le tonus vagal. Et il faut que la modélisation et l'optimisation de ces paramètres prend quand même quelques temps. C'est pour ça que moi, quand je vois des gens qui reprennent le sport ou qui changent de sport ou qui veulent faire de l'activité physique, je leur dis faites attention, ça met un peu de temps à avoir l'impact. C'est-à-dire que si vous faites un mois, vous dites bah non mais c'est bizarre docteur, j'ai perdu 0 gramme ou je me sens pas mieux, bah c'est un peu trop court. Et il y a cette notion de variabilité, c'est-à-dire que tout le monde n'a pas le même impact de la pratique sportive et du volume d'activité physique, que ce soit en volume horaire ou d'intensité, sur son cœur. Je vais m'expliquer. Si vous prenez 2 personnes avec un bagage génétique différent, avec un passé différent, qui vont faire 20 heures de sport, bah, ils ne vont pas forcément avoir le même impact sur leur cœur, que ce soit sur leur performance maximale, la VMA pour nous, pour les runners, ou le VO2 max, et sur les autres paramètres cardiovasculaires. Et ça, c'est un petit peu difficile parfois à entendre, mais moi je dis toujours aux gens que je vois, moi si je fais 50 heures de course à pied par semaine, je ne courrai jamais le marathon en 23 heures, parce que je n'ai pas les capacités pour le faire, parce que je ne suis pas fait pour ça, on va dire. Après, je peux quand même m'améliorer, heureusement. Donc on peut améliorer, vous le savez, ses performances et sur la capacité maximale, on va le voir après, sur la VMA, le VO2 max, un peu, surtout quand on est déjà bon sportif, mais surtout, on peut améliorer la tolérance de l'effort, les fameux seuils. On verra après. Bon, il y a plein d'autres impacts, bien évidemment, sur le cœur. Hein, vous savez, hein, donc, le type de sport qu'on va pratiquer. Si vous mettez un runner sur un vélo, il ne va pas être très bon. Et si vous mettez un cycliste professionnel, ils vont quand même être bons hein, sur un tapis, mais ils ne seront pas les meilleurs. C'est certain. Parce qu'on va développer tout au long de sa vie certaines fibres musculaires plutôt que d'autres.
l'économie de course, la technique de course, tout ça, vous en tant qu'entraîneur, vous connaissez largement mieux que moi. Alors bien évidemment, il y a le genre qui joue. Pour le moment, alors je n'ai pas fait de diapo là-dessus, mais les hommes font mieux que les femmes, en tout cas dans les sports où ça nécessite de la force et de l'endurance, sachant que plus c'est long, plus la course va être longue, et on le voit avec Courtney de Volter, en trail, plus ça va être long, plus les femmes se rapprochent des hommes. Et on a quasiment plus de différence. Alors il faut courir un petit peu quand même. C'est à partir de 100 km et au-delà, donc dans les ultras, on a un rapprochement très significatif entre les performances féminines et masculines pour un même entraînement. Et ça, c'est un élément qui se voit de plus en plus, justement, notamment dans les ultra-trails. Alors, finalement, les deux gros risques, on va dire, qu'on a à faire une pratique intense du sport, c'est d'être un facteur déclenchant d'un infarctus. Donc là, on le voit, vous voyez. Alors, pour faire simple, en rouge, ce sont les causes de mort subite autres que les artères du cœur, donc l'infarctus. Et vous voyez qu'à partir de 35 ans, boum, il y a une explosion des infarctus. Et c'est par ce phénomène ici qu'on voit de rupture de plaques de cholestérol. C'est une artère là en tranche. Et en fait, vous avez des plaques de cholestérol et quand ça se rompt, ça va venir boucher l'artère. Si vous voulez, en gros, c'est ça, c'est facile. Parce qu'on se dit toujours, si mon artère commence à se boucher, je vais le sentir. Je vais avoir une performance moindre, je vais être essoufflé. Mais docteur, quand je cours, je suis jamais essoufflé, je n'ai jamais de douleur ni rien. Non, parce que pour qu'une artère dysfonctionne, engendre un dysfonctionnement, il faut que l'artère soit bouchée à plus de 50%. Ce qui est quand même déjà significatif. Deuxième élément important, quand je vous dis ça, j'en parle tout de suite, on verra après. Mais quand vous faites un test d'effort, si vous avez toutes vos artères du cœur bouchées à 40%, le test d'effort sera normal. Parce qu'il n'y a pas de dysfonctionnement cardiaque. La circulation sanguine se fait normalement vis-à-vis des artères coronaires. Et ça, pareil, moi je vois beaucoup de sportifs envoyés par les médecins même, en pensant savoir, docteur, je veux faire un test d'effort pour voir si je vais bien. Ce n'est pas la bonne méthode et on le verra après dans le dépistage. Deuxième élément qu'on voit chez les sportifs de haut niveau, donc pareil, il faut faire plus de 8-10 heures de sport par semaine, mais il y a un léger surrisque d'une des arythmies cardiaques qui vient de l'oreillette, qu'on appelle la fibrillation atriale, qui est une maladie en principe qui apparaît plutôt avec l'âge, mais qui apparaît aussi avec l'intensité de la pratique sportive, mais très intense. Donc, si on prend quelqu'un qui va faire des Ironman toute sa vie, par exemple, on a un léger surrisque, mais dans tous les cas, pratiquer de l'activité physique modérée va améliorer ce phénomène de fibrillation atriale, qui est une arythmie, pour faire simple, où le cœur va faire un peu n'importe quoi, on perd le chef d'orchestre, il y a des risques d'AVC, c'est une des causes d'AVC. Alors, je vous en parlais tout à l'heure, cette notion-là, et puis après on va passer vraiment aux notions un peu plus concrètes pour vous, c'est est-ce que le sport intense peut abîmer mon cœur ? On avait cette notion un petit peu de cardiopathie induite par le sport. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je me laisse assez de temps à mon cœur à récupérer entre chaque entraînement, mon cœur va se développer et je vais avoir tous les bénéfices. Mais par contre, si je répète trop souvent l'effort intense sans laisser le temps à mon cœur de récupérer, je vais petit à petit développer une pathologie cardiaque. Je vous rappelle qu'on a un ventricule gauche et un ventricule droit, que le ventricule gauche est soumis à des très hautes pressions puisqu'il va pomper le cœur dans tout l'organisme, mais par contre que le ventricule droit, lui, il n'est pas fait pour ça à la base. Il est beaucoup plus fin, il a un régime de pression beaucoup plus faible, et que quand on va le solliciter, il va être sursollicité alors qu'il est moins fort que le gauche. Vous vous doutez bien comme ça spontanément qu'au long cours, si on le sursollicite, peut-être qu'il va s'affaiblir. Ça va être un petit peu mis à mal. Et pourquoi on avait pensé à ça ? Vous savez, dans les triathlètes français, on a l'exemple de Laurent Vidal malheureusement, mais dans les triathlètes français de très haut niveau ou dans le monde, c'est eux qui présentent le plus de problèmes cardiovasculaires. Et on est plutôt revenu sur cette notion qu'on voit ici à droite, et qui est très intéressante scientifiquement parlant, c'est qu'on peut avoir une maladie génétique, on va prendre ici à gauche, en bleu, et en pratiquant un peu de sport, on va arriver à un seuil où on va déclarer une maladie, qui va être peu importe laquelle, et à droite, à l'inverse, quelqu'un qui va avoir un faible bagage génétique responsable de pathologie cardiaque, et qui va avoir besoin de faire énormément de sport pour éventuellement atteindre ce fameux seuil où on va déclarer la maladie. Et on est plutôt revenu sur cette notion de génétique, encore une fois. Alors, quel bilan doit-on faire ? Ça, c'est mon domaine à moi, c'est peut-être moins intéressant pour vous, mais quand même, c'est très important que vous compreniez ça en tant qu'entraîneur. Parce que moi, souvent, les entraîneurs, je vois beaucoup de sportifs dans les clubs, ils me disent « mon entraîneur m'a dit que ma fréquence cardiaque montait trop vite, je suis venu voir un cardiologue. » Ça, c'est 9 fois sur 10. On verra après, ça s'appelle le syndrome du cardiofréquence-mètre. On verra après. C'est pas très intéressant pour moi. On retrouve très rarement des pathologies. Par contre, ce qu'il faut passer comme message,
c'est qu'il ne faut pas confondre aller faire un dépistage chez un médecin ou un cardiologue, faire un test d'effort par exemple, et évaluer le risque de faire un problème. C'est complètement différent. Et c'est là où le bas blesse dans tout ce qu'on fait en médecine, globalement. Beaucoup moins pour les cancers. Je vais vous expliquer, c'est très facile. Quand vous avez un cancer du côlon dans la famille, c'est tout de suite spontané. Je vais aller me faire dépister tous les 5 ans. On vous le dit, il faut faire une coloscopie. Facile. On est une femme, j'ai un cancer du sein dans la famille, il y aura des dépistages génétiques, on va faire des mammographies tous les ans, tous les 2 ans. C'est clair, le cancer, ça fait peur, le mot fait peur. Mais je vous rappelle que les maladies cardiovasculaires tuent plus que tous les cancers réunis. Et quand quelqu'un fait un infarctus, un AVC dans une famille, on ne dit pas à tous les autres membres de la famille d'aller faire un dépistage chez le cardiologue, et pourtant ça devrait être le cas. Pourquoi je vous dis ça? Parce que chaque runner que vous prenez dans chaque club, je suis persuadé qu'il y a quelqu'un dans la famille qui a déjà fait un problème cardiovasculaire, de l'hypertension artérielle, un infarctus, un AVC, et c'est eux qu'il faut aller dépister. Pourquoi? Parce que c'est le niveau de risque qui est important. Et ça, moi, c'est le message essentiel sur un plan santé qu'on doit passer, c'est quel est mon risque que j'ai dans les 10, 15, 20 prochaines années de faire un infarctus, un AVC, un événement cardiovasculaire, faire une mort subite. Et vous voyez là, c'est pas pour vous pour retenir ça, mais ça, c'est le diagramme qu'on a d'évaluation, de prévention et d'évaluation dans le cadre du sport, la pratique du sport. Et en tête de liste, vous avez l'évaluation du risque cardiovasculaire. C'est la première chose, avant de savoir quel sport vous allez faire, avant de savoir quelle intensité vous allez faire, c'est la première chose. Une fois qu'on sait ça, on se pose la question de quel type de sport je vais faire. Est-ce que je vais faire du running, de la boxe, ce que vous voulez. Et vous voyez que, vous pouvez vite fait, mais le test d'effort, il arrive qu'au milieu là. Pas le bon examen de dépistage. Bon, je ne vais pas faire le détail là parce qu'on peut s'étendre, mais on peut en discuter après. Là, c'est un petit peu tous les facteurs de risque que vous avez de faire un événement cardiovasculaire. Le diabète, le taux de sucre, le taux de cholestérol qui est très très important. Encore une fois, ce n'est pas le cholestérol qu'on dose dans le sang qui bouche les artères. C'est l'artère qui est malade, c'est le tuyau. Et le cholestérol va s'infiltrer, mais c'est un des reflets. L'hypertension artérielle, qui est une maladie largement sous-estimée. Je vous rappelle que 10 millions de personnes, 10 à 15 millions de personnes font de l'hypertension en France, la moitié qui ne le savent pas. Et ça tue plus que tous les cancers. Et donc, malheureusement, encore une fois, des on-dit, on va chez son médecin, on prend la tension artérielle. Je ne jette pas la pierre au médecin, mais malheureusement, c'est mal fait en France. On fait encore des pressions artérielles avec un tensiomètre manuel, vous savez, le manomètre. Une fois sur 2, les mesures sont fausses. Donc souvent, quand vous allez chez votre cardiologue et qu'il vous dit « Ah, mais vous avez 15, 16 de tension », vous dites « Non, mais chez mon docteur, j'ai toujours 12 ». Déjà, vous n'allez pas souvent chez votre docteur. Et en plus, c'est mal pris. Donc, voilà. Mais ce n'est pas de leur faute, parce que, enfin, c'est pas de leur faute. Maintenant, ça commence à être leur faute puisqu'on leur dit depuis 10 ans. Tensiomètre automatique. Bien évidemment, le tabac. Le tabac. Facteur majeur. On peut être sportif, pareil, on court en 2,30, mais peut-être un peu moins qu'avant, mais combien de fumeurs on voit allumer leur clope avant, après? Risque majeur. C'était pas le sujet du jour, juste quand même petit bémol pour vous en tant qu'entraîneur, faire passer le message que chez les fumeurs, dans les 2 heures qui encadrent le sport, c'est 0 clope. Ça, c'est vraiment important parce qu'on peut faire ce qu'on appelle un spasme coronaire. C'était un muscle au niveau de l'artère et on peut faire un infarctus là-dessus ou un événement. Et après, il y a tout, on le verra un petit peu sur un facteur de performance. Il y a la génétique, il y a le genre, les hormones, la période des cycles menstruels chez la femme, etc., etc. Pour terminer sur tout ce qui est le cœur, mon côté de cardiologie, de cardiologue du sport, bien évidemment, on va le voir après, mais il y a la prévention, faire les examens, mais il y a aussi sauver des vies. Et ça, vous avez peut-être, je pense que dans chaque club, il y a quelqu'un qui a déjà été confronté dans sa vie de tous les jours ou même dans un club, à un arrêt cardiaque ou se poser la question de quelqu'un qui fait un malaise, une syncope, est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose? Dans tous les cas, la personne qui est devant vous, qui ne répond pas, si vous lui faites un massage cardiaque, vous ne faites pas une erreur. Ça, il faut le retenir. Les gens ont peur de faire un massage cardiaque. Alors déjà, il faut connaître les gestes, ce qui n'est pas encore génial en France par rapport aux pays du Nord, mais retenez qu'on alerte. Si on est plusieurs, il y en a un qui s'occupe d'alerter, l'autre qui masse. Quand on est tout seul, on alerte, puis on masse. Mais il faut masser. Si la personne n'a pas perdu connaissance, elle vous mettra le poing dans la figure. Ne vous inquiétez pas, ça fait très mal. Mais il n'y a pas d'erreur à masser. Au pire, on peut casser une côte, c'est pas très grave.
Bien évidemment, il faut avoir un défibrillateur, mais maintenant, notamment les différentes fédérations et la fédération d'athlétisme, il y a quand même des défibrillateurs à disposition légalement dans les stades. Ces défibrillateurs servent plus souvent aux spectateurs qu'aux joueurs. Et dernière chose, il faut utiliser une nouvelle technologie. Sur vos montres, vous avez des détecteurs de chute. Et il y a quand même pas mal de runners qui vont, comme moi, courir tout seuls en forêt, en montagne, sur les monts, etc. Il y a une fonction très simple, je chute, alors que ce soit une chute traumatique parce qu'on tombe, on glisse, ou je fais un événement cardiaque avec des appels d'urgence. Malheureusement, quand on est tout seul, il n'y a personne pour vous masser. C'est quand même un problème. Si vous courez en ville, vous avez plus de chances de survivre. Après, vous savez qu'il y a les fonctions aussi sur les, que ce soit Strava, Beacon, etc., d'avoir votre trace GPS qui est envoyée en direct à une personne tierce. Ça, c'est pas mal aussi. Vous partez faire votre course en forêt, vous pouvez envoyer à votre épouse, à un ami, votre trace GPS. Et puis, dernière chose, ça c'est quand même français, c'est top, l'application Sauve Life, que tout le monde devrait installer sur son téléphone. S'il y a un événement, quand le SAMU est appelé, va envoyer une alerte sur les téléphones des gens qui sont à proximité pour vous diriger soit vers le défibrillateur le plus proche, soit vers la personne qui est en danger. Simplement pour vous dire quand même que au final, je donne de l'eau un peu au moulin au fait de ne plus devoir faire de certificat maintenant, mais c'est la réalité, faut rester honnête. Déjà, il y a peu d'événements cardiovasculaires, ça c'est clair et net. Même si je vous dis que le taux peut être important, mais si on cible bien la population, si on prend tout le monde, ça reste quand même 2500 morts subites pour 10 millions de personnes qui font du sport. C'est pas énorme. Quand on fait une mort subite dans la population générale, on a moins de chances de survivre qu'un sportif. Pourquoi ? Parce que quand on fait du sport, généralement on le fait, c'est ce que je vous dis, en dehors d'aller vraiment dans la forêt tout seul, il y a du monde autour. On n'est pas chez soi. Et la mort subite pendant la pratique sportive, on est tout de suite massé par quelqu'un qui passe, et on a 8 fois plus de risques de s'en sortir que quand on fait son arrêt à la maison. Malheureusement, la mort subite du sportif, c'est pendant le sport et dans l'heure après. Et on peut faire sa mort subite sous sa douche en rentrant. Et on a une énorme disparité en France dans le taux de survie. Si vous faites votre mort subite dans le Nord-Pas-de-Calais, on a de la chance. On n'est plutôt pas mauvais. En plein milieu de Paris, moins bien. Dans le sud-est, c'est mieux. Voilà. Donc nous, on est pas mal. On est quand même pas mal. Alors les moyens de prévention, on en discutait tout à l'heure avec Thibaut. Vous le savez, la loi évolue. Depuis 3 ans, il n'y avait plus de certificat pour les mineurs. Depuis 2 ans, dans la loi au journal officiel, il n'y a pas de certificat médical obligatoire pour la pratique du sport en compétition. Ce sont les fédérations qui décident. Et en fonction des fédés, chacun fait un petit peu comme il veut, puisqu'il y a une commission médicale, mais c'est plus ou moins bien donné. La fédération d'athlétisme, top. Fédération de rugby, top. Fédération de tennis, moins bien. Bon, on peut discuter. Après, il y a le questionnaire médical qui est, mine de rien, on a l'impression que c'est bidon. Ils m'ont fait remplir un questionnaire. Mais si on répond bien aux questions, justement, c'est beaucoup plus pertinent que d'aller voir son médecin qui vous ausculte et qui vous donne votre certificat comme ça. Je vous assure que remplir le questionnaire et cocher oui à une des questions, c'est beaucoup plus pertinent, puisque ça va évaluer votre niveau de risque. Important. On y reviendra après sur les règles d'or. Le défibrillateur, j'en parle pas trop dans les moyens de prévention, puisque si on vous défibrille, c'est que vous êtes déjà mort. Donc on n'a pas prévenu. On a guéri. Alors, pour le running et le cœur. Alors, où se situe le running dans la pratique du sport ? Ça, c'est une bonne question. Parce que c'est ce que vous disiez, on a différentes intensités. Comment on évalue l'intensité d'un sport ? Alors, on peut évaluer, soit de manière européenne, soit de manière américaine. Nous, on prend un peu toutes ces classifications du sport. Elles sont très, très intéressantes. Alors, pas spécialement pour vous, mais on va situer en tout cas le running. Mais en tant que médecin, c'est très utile parce que les gens ne connaissent pas forcément le sport. Alors, quand on prend le rugby, par exemple, entre un pilier, un arrière, on ne fait pas le même sport. Quand on prend je prends le foot, entre un gardien et un milieu, on ne fait pas le même sport, etc., etc. Par contre, l'entraînement, quand même, on va s'entraîner quasiment de la même manière, enfin pas quasiment de la même manière, mais on va avoir des volumes d'entraînement et on va s'entraîner en groupe, etc. Donc, il y a tout ça à prendre en compte. Donc, le running,
On va distinguer les courtes distances, le sprint plutôt pour faire simple, et le fond. Et c'est vrai que le running, c'est en longue distance un sport d'endurance et en courte distance plutôt un sport de puissance. Après, en termes d'impact sur la sollicitation cardiovasculaire, on est plutôt, on va dire, modéré par rapport à d'autres sports. On va prendre le triathlon, par exemple, la boxe, etc., où on est des sports encore un petit peu plus élevés. Et contrairement à ce qu'on pense, par exemple, le squash, je ne sais pas pourquoi dans la tête de tout le monde, le squash, c'est le sport le plus intense, le plus à risque. C'est pas vraiment vrai, c'est pas faux, enfin, c'est pas vrai puisque c'est des très courtes, c'est comme un peu un intervalle training que vous faites, quoi. C'est un petit peu votre fractionné, voire même un peu plus parce qu'il y a quand même rarement des échanges de squash qui durent 4 minutes ou 3 minutes, donc c'est plutôt quelques secondes. Et ça va être répété avec des périodes quand même de récupération. Donc au final, par exemple, si on prend le squash, ça va être moins intense que si vous faites un 8x400 ou si vous faites 3 séries de 10x30-30. Vous allez être beaucoup plus intense qu'en faisant une partie de squash. Et ça, je n'ai pas besoin de vous convaincre, vous le savez. Et donc, on peut aussi classifier les sports, donc vous voyez, donc en précision, en puissance, mix, etc. La classification là-haut, elle est très intéressante parce que vous voyez, il y a l'impact sur le cœur. Et quand même, quand on prend les moyennes et longues distances, il y a un énorme impact sur le cœur. Et en effet, le running longue distance ou de moyenne distance nécessite une très bonne capacité aérobie. Donc ici, en bas, on a la capacité aérobie, le pourcentage d'utilisation de la VO2 max, si vous préférez, 75%. Et à gauche, on a la contraction maximale volontaire, la force, si vous préférez. Donc si vous voyez les bodybuilders, ils sont tout en haut à gauche. Si vous prenez tout en haut à droite, vous avez les triathlètes, les décathloniens, le vélo, enfin le vélo à haut niveau, d'accord, le ski de fond, etc., la boxe. Puis on a les runners qui sont là. Et ça, c'est très intéressant. Parce que justement, tout à l'heure, je vous disais, il y a le patient hier, le sportif, il est venu me voir en me disant ma femme, elle a peur que je fasse un problème. Et en fait, quand vous allez courir, même si vous allez faire des entraînements fractionnés, etc., globalement, vous restez quand même sur quelque chose qui reste sur le plan de la. C'est pas le sport le plus intense en soi quand on prend et la force et l'endurance. Mais par contre, en cardio, oui, ça nécessite beaucoup le cardio. Donc ça, je vous ai mis un tableau un peu récapitulatif, mais que vous connaissez bien. Mais en tant que moi, je vais me mettre du côté médecin, mais pas du côté entraîneur ou du côté du runner. Quelle va être la sollicitation cardiaque en fonction des différentes zones? Alors un peu galvaudé, ces noms, aérobie, anaérobie, lactique. Alors je vous en reparlerai vite fait tout à l'heure. C'est des termes qui restent dans le langage courant, mais qui sont un peu faux en fait, sur un plan physiologique. Pour ceux qui sont un peu physiologistes, c'est pas exactement comme ça que ça fonctionne. Donc c'est juste pour vous donner un ordre d'idée, ce tableau entre les pourcentages de VO2 max. Donc on va voir ce que c'est que le VO2 max, de la fréquence cardiaque, du RPE, qui est je pense que vous, en tant qu'entraîneur, vous l'utilisez beaucoup. Le ressenti, c'est quand même essentiel dans l'entraînement. Et les correspondances, à peu près, on va y revenir un petit peu après, entre très faible intensité, moins 40% du VO2 max, en dehors de lire un livre, on ne fait pas souvent ça quand même. Mais dans le cadre de l'intensité, vous voyez qu'en fait, même dès que vous êtes au-dessus donc de l'endurance fondamentale, on est déjà considéré dans la haute intensité sur le plan cardiologique pur et dur. Mais en fait, les gens ne le font pas. Vous le faites parce que vous êtes runner et que vous êtes entraîneur, etc. Vous le faites faire. Mais dans la vie de tous les jours, les gens n'aiment pas être essoufflés. Moi, je vois 4 personnes sur 10 par semaine pour ça. Docteur, je suis essoufflé quand je monte les escaliers. Oui, monter les escaliers, c'est dur. On est déconditionné, c'est dur. Monter vers le haut, c'est dur. D'ailleurs, pour un runner qui se met au trail, faire du dénivelé, c'est dur. Même si on est très bon. Pourquoi? Parce que monter, c'est difficile. Et en fait, c'est vrai que les gens sont tellement sédentaires, ils n'ont tellement pas l'habitude de faire d'activité physique au moins un peu intense que dès qu'ils sont essoufflés, ils s'arrêtent. Soit par peur, soit parce que c'est inconfortable d'être essoufflé en fait. Donc alors la capacité aérobie, donc un peu de physiologie, et c'est important pour vous aussi en tant qu'entraîneur de bien connaître vous les connaissez bien, mais pour un de vos sportifs qui un jour va vous dire tiens, j'ai une petite baisse de performance, je suis moins bien, je suis un peu plus essoufflé, il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu et vous pouvez les orienter. Qu'est-ce qui rentre en compte dans produire de l'énergie, faire contracter mon muscle de la jambe pour avancer? Il y a tout le système aérobie qui va se mettre en route, un peu versus, on le verra après, entre guillemets, l'anaérobie qui en fait n'existe quasiment pas. Je ne connais pas un coureur à pied qui court en apnée. Ça n'existe pas. Donc l'anaérobie, en dehors des premières secondes de l'effort,
Ça participe dans l'effort en général, mais ça a une part très très faible. On est toujours en aérobiose. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on mesure le VO2 max. Bref. Et donc, bien évidemment, je dis toujours, de la bouche à la mitochondrie. C'est comme ça que ça fonctionne, de la bouche au muscle. Il faut transporter l'oxygène de l'air, l'apporter à votre muscle, qui avec un substrat, en l'occurrence, on va prendre par exemple le glucose, va produire de l'énergie pour bouger, avec une énorme déperdition, n'est pas très efficace, de la chaleur, de l'eau et du CO2, et qu'on va expirer. C'est assez simple. On a tous fait ça quand on était en SVT. Et dans cette chaîne, on va avoir le poumon, les voies aériennes. Ensuite, l'air va passer à travers la membrane alvéo-capillaire au niveau des alvéoles. On va oxygéner l'hémoglobine. L'hémoglobine va être envoyée par le sang via la pompe, le cœur, jusqu'en périphérie. Le muscle va devoir extraire l'oxygène de l'hémoglobine. Ça, c'est un élément important. Et ensuite, ça va aller dans la mitochondrie, l'usine à énergie de l'organisme, qui va produire l'ATP, qui est notre énergie, ce qui permet de faire du mouvement. Alors, chaque élément de la chaîne peut être impacté et va engendrer quelque chose sur la performance. Je vais prendre un exemple simple, ce n'est pas le sujet du jour, mais quand vous prenez les femmes avec par exemple ce qu'on appelle des métroragies, des règles abondantes, il y aura une perte de fer, une perte d'hémoglobine, on va avoir une baisse de performance puisqu'on va avoir moins de transporteurs. Et moi, je vois régulièrement, tous les ans, je vois 2-3 sportifs qui viennent parce qu'ils ont une baisse de performance, on leur fait des examens, en fait, ils sont anémiés parce que pas assez d'apport en fer, chez certains végétaliens par exemple, ou par des problèmes au niveau digestif, peu importe, ou même sur des hémorroïdes, toutes bêtes, c'est pas un tabou d'en parler, mais sur des choses, éléments comme ça, notamment chez des cyclistes parfois, des pertes de sang, et on se retrouve avec des gens très anémiés, et très longtemps supportés, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'aller à l'hôpital. Quand ça arrive petit à petit, on se porte bien au final. Il y a un autre élément qui est important, donc c'est le muscle, je vous l'ai dit. Donc ça, c'est plus votre côté entraîneur. Moi, j'y connais un petit peu moins bien. C'est l'économie de course notamment. Et le renforcement musculaire pour développer les bonnes fibres pour le type de sport qu'on va faire. On va être sprinter, on ne va pas faire forcément les mêmes muscles que quand on est ultra-trailer, etc., etc. Et dernier élément, la mitochondrie. Et alors la mitochondrie, c'est important parce qu'il y a une grosse part de génétique. Et dans la performance, vous savez qu'il y a le fameux gène du sport, mais l'oxydation au niveau de la mitochondrie pour produire de l'ATP, on n'est pas tous égaux. Mais par contre, on peut tous améliorer sa capacité oxydative au niveau de la mitochondrie. Je vais vous prendre dans la pathologie, par exemple un diabétique. Les diabétiques, par exemple, ont des mitochondries qui phosphorylent beaucoup moins bien et ont une baisse de capacité juste de ce fait-là. Pour les filières énergétiques, vous les connaissez, je pense, en tant qu'entraîneur, vous devez les connaître mieux que moi. Moi, ça date un petit peu, mais c'est vrai que quand on fait l'effort dans les premières secondes, on va utiliser son muscle et la créatine phosphate qui est dans le muscle pour produire de l'ATP, mais ça dure c'est très très court. C'est de l'ordre de quelques secondes. Donc quelqu'un qui va Usain Bolt, il va quasiment utiliser que ça. Par contre, vous mettez Usain Bolt sur un marathon, il sera peut-être bon, mais il ne sera pas le meilleur. Ça paraît logique. Et après, on va utiliser les différentes filières que vous connaissez bien. Alors, les noms classiques, donc le métabolisme anaérobie lactique, puis classiquement les premières minutes, en utilisant quasiment que le sucre. Puis après, petit à petit, plus on va prolonger l'effort, plus on va utiliser du sucre et des acides gras. Donc mais vous voyez, c'est au final, au-delà de 2 minutes, on est quasiment tout le temps en aérobiose. Et puis, il n'y a quasiment plus d'anaérobie. Quasiment plus à la fin. Donc ça, c'est important aussi. Et je ne sais pas si on y reviendra après, mais c'est pour ces fameux termes de seuil, aérobie, anaérobie, etc. Bon, après, chacun ses définitions, mais physiologiquement, c'est un peu galop. Donc des éléments qui sont très importants que je vois beaucoup de monde en consultation pour ça. La fréquence cardiaque et le VO2 max. Déjà, on vient me voir parfois en consultation, on me dit « Docteur, je veux connaître mon VO2 max ». Je leur dis « Pourquoi faire ?» Parce qu'on m'a dit que c'était bien. Je dis « Ah bon, pourquoi? Qu'est-ce que vous allez en faire ?» On m'a dit que c'était mon moteur. Je dis « Bah oui, d'accord, mais est-ce qu'au quotidien, il y a un élément qui va vous permettre de suivre votre VO2 max? Est-ce que votre montre vous dit à quel niveau de VO2 vous êtes? Ça va peut-être arriver d'ailleurs. Non, je dis, c'est pas forcément, c'est bien de le savoir, on peut la mesurer, mais on peut aussi le calculer. On le verra après, on en discutait tout à l'heure, avec des tests de terrain, très faciles, et même maintenant avec les montres,
ça vous le calcule automatiquement. Donc qu'est-ce que le VO2? Parce qu'il faut savoir ce que c'est intéressant. Vous, en tant qu'entraîneur, vous devez le savoir, c'est le débit de consommation d'oxygène. Le vrai terme, alors, donc quand on dit le débit, déjà, on devrait dire le VO2, et pas la VO2, mais bon, après c'est comme le Covid, la Covid, on peut dire ce qu'on veut. Les deux marchent. Mais c'est V point, en fait. Et donc V point, c'est un débit. C'est V point au-dessus, en principe, O2. Donc c'est le débit de consommation d'oxygène de l'organisme pour produire un effort. Et ce débit de consommation d'oxygène, le VO2, c'est le produit du débit cardiaque, donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, il faut que la pompe pompe, et l'extraction périphérique d'oxygène par le muscle, la différence artério-veineuse en oxygène. Alors je ne vais pas rentrer trop dans les détails physiologiques, c'est pas très intéressant, je pense. Enfin, c'est intéressant, mais on n'a pas le temps de le faire. Mais c'est un élément qui est important. La différence artério-veineuse en oxygène, si vous êtes anémié, elle va diminuer, donc vous allez diminuer votre VO2. Voilà, ça vient de là. Le débit cardiaque, souvent ce qu'on dit, c'est que en dehors d'une anémie ou d'un élément péjoratif, la différence artério-veineuse pour une personne, elle est un peu négligeable à un moment donné par rapport au débit cardiaque. En termes de proportion, c'est vraiment le débit cardiaque qui est plus important. Et on dit souvent que le VO2 est quasiment équivalent au débit cardiaque. Et c'est comme ça que nous, on peut déterminer facilement les VO2 en laboratoire. Parce que vous savez que quand, enfin vous ne le savez pas, mais je vous le dis, quand on fait une épreuve d'effort métabolique, quand on calcule le VO2 max, on mesure le VO2 max avec le masque, la différence artério-veineuse, la première chose que nous demande la machine, c'est l'hémoglobine. Et donc souvent, on met les normes, quoi, si vous voulez. Après, ça dépend de l'atmosphère, de plein de choses. Mais... Donc on mesure en fait le débit cardiaque. Le débit cardiaque, c'est quoi? Le débit cardiaque, c'est ce que pompe le sang, ce que pompe le cœur, ce qui sort du cœur. C'est très facile. Physiologiquement, intellectuellement, c'est très intéressant pour comprendre des choses. C'est le produit de la fréquence cardiaque. Plus vous allez battre vite, plus il y a de sang qui va sortir de votre cœur. Mais surtout, le deuxième paramètre d'adaptation du cœur, c'est le volume d'éjection. Le volume d'éjection, c'est quoi? C'est la différence entre la diastole, quand le cœur se remplit, et la systole, quand le cœur se vide. Ça s'appelle la fraction d'éjection. Combien va pomper mon cœur? Un cœur ne pompe jamais 100%. Le cœur n'est jamais vide. Il y a toujours du sang à l'intérieur, heureusement. Pour différentes raisons. Et donc, à chaque battement cardiaque, on va envoyer un débit cardiaque. On va envoyer un volume cardiaque à l'extérieur. Donc, si j'augmente mon volume à chaque battement et que je fais plus de battements, je vais augmenter mon débit cardiaque. Ça marche comme ça. Et c'est important de le savoir pourquoi. J'en reparle un petit peu après. Mais on va avoir des profils de coureurs. Et ça, vous, en tant qu'entraîneur, c'est important. Je ne sais pas si on vous l'apprend, si on vous le dit, mais un sprinter ne va pas avoir le même profil de fréquence cardiaque en pente qu'un marathonien. Donc, si vous mettez, sans savoir, deux groupes de 10 personnes, des sprinters d'un côté et des marathoniens de l'autre, juste en regardant leur fréquence cardiaque à l'effort, en principe, on peut dire qui est qui. D'une personne à l'autre, c'est difficile, mais en nombre, plusieurs personnes, c'est plus facile. Un élément qui est important aussi pour vous en tant qu'entraîneur, et je pense qu'on voit aussi régulièrement, c'est c'est la grandeur. Donc le VO2, c'est en millilitres minute, et souvent on l'indexe, millilitres minute kilo. Et la VO2 max, la capacité maximale, la consommation, le débit de consommation maximale d'oxygène de votre organisme, ce qu'on appelle la capacité maximale aérobie, c'est souvent exprimé en millilitres minute kilo. Donc on a des extrêmes, Kilian Jornet, Lance Armstrong, etc., qui sont à des 90, 92 millilitres minute kilo, contre globalement les cyclistes du Tour de France qui sont 75, 80, 85 millilitres minute kilo en moyenne. Et pour quelqu'un qui a 24, 25 ans, on va dire aux alentours de la moyenne, tout venant sans faire de sport, ni rien, 40 millilitres minute kilo à peu près. C'est un peu l'ordre de grandeur. Pour vous aussi, pour comprendre un peu l'ordre de grandeur, les gens qui ont des pathologies cardiaques, qui attendent des greffes cardiaques, ce VO2, c'est le facteur pronostic majeur pour indiquer la greffe. Et c'est 12 à 14 millilitres minute kilo. En dessous de ça, on ne peut pas vivre, normalement. C'est-à-dire que vous levez le bras, vous êtes essoufflé. 14 millilitres minute kilo. C'est un peu notre seuil. Et donc, plus on va avoir une capacité élevée, plus on va vivre longtemps en bonne santé, en principe, sauf événements intercurrents. Et donc, ces millilitres minute kilo, ce qui est assez facile pour vous en tant qu'entraîneur, je pense que c'est un élément qu'on peut garder en tête. Alors, ce n'est pas général, mais c'est pour un ordre de grandeur. C'est que
3,5 millilitres minute kilo, c'est ce qu'on appelle le MET, l'équivalent métabolique du repos. Au repos, je consomme 3,5 millilitres minute par kilo de poids. Et ça tombe bien parce que c'est 1 km/h. C'est la même consommation. C'est général pour tout le monde quand c'est indexé. C'est comme ça. Auquel vous rajoutez le repos, et ben vous pouvez facilement avoir, comme ça, calculer votre VO2 max juste avec la VMA. C'est assez facile. Donc si vous avez 20 km/h, vous faites 20 fois 3,5, puis vous avez votre VMA. Alors après, on peut raisonner en fréquence cardiaque. Ça, ce sera peut-être plus intéressant, je pense, pour les runners plutôt que les entraîneurs, mais on peut raisonner en pourcentage de valeur absolue, en pourcentage de réserve cardiaque, etc., etc. Bon, ça, on va passer. Le cardiofréquencemètre, c'est un petit peu ce qui découle de la fréquence cardiaque, puisque c'est ce qui va nous permettre d'étudier la fréquence cardiaque et de suivre. Et maintenant, c'est tellement facile, tellement accessible, et c'est quand même je ne pense pas qu'il y ait un runner qui n'ait pas une montre connectée maintenant. Quand même très rarement. Même si parfois on ne l'utilise pas, on le porte quand même, au moins pour avoir sa trace GPS, voilà, pour son allure, etc., etc. On va faire assez rapide, mais globalement, on a différents dispositifs. Le cardiofréquencemètre ceinture très très fiable. Poignet, initialement, Millot qui avait fait un peu moins fiable, maintenant beaucoup plus fiable, mais bien porté. Et on a des bracelets qui sont un peu plus fiables maintenant, parce que quand on le met au bras comme ça, on a plus de volume capillaire et on a plus facilement des données fiables. On a même ça au doigt maintenant. Bon, bref, il y a pas mal d'autres paramètres. Juste pour vous dire que ça fonctionne par la photoplétismographie, c'est-à-dire que la LED va envoyer de la lumière sur les capillaires et va réceptionner. Donc l'ennemi du cardiofréquencemètre au poignet, c'est l'air. Donc il faut serrer sa montre. Il faut dire, avant de dire que les fréquences cardiaques sont mauvaises ou quoi, il faut d'abord serrer sa montre. Ça, c'est important. 2 doigts au-dessus du poignet pour ne pas avoir sur les mouvements des mouvements. Après, est-ce que c'est fiable un cardiofréquencemètre ? Il y a des vieilles données et des nouvelles données. Globalement, il faut retenir que c'est fiable. Le cardiofréquencemètre, par photoplétismographie, c'est fiable. La ceinture, c'est très fiable. C'est comme notre électrocardiogramme quasiment que nous on fait en test d'effort. Mais sur les derniers événements, vous voyez, quand vous prenez des longues distances, quand on regarde de loin, c'est fiable. On a les mêmes variations. Quand on regarde un petit peu dans le détail, vous voyez, entre la ceinture, les nouvelles générations de photoplétismographes et les anciennes, il y a quand même des petites variations. Et à un moment là, ici, vous voyez, ça décroche complètement. Il faut comprendre que quand on fait quand ça mesure au poignet, notamment, à l'instant T, c'est pas forcément fiable. Quand vous regardez, c'est pas certain. Si vous regardez sur 1 minute, ça va être plutôt fiable. Si vous accélérez, le photoplétismographe met 30 secondes, 45 secondes pour vous afficher la bonne fréquence cardiaque. Donc si vous faites du 30-30, ça ne va pas marcher. Vous allez avoir des erreurs et vous n'allez pas bien vous entraîner. Donc ce n'est pas un bon forcément paramètre sur le photoplétismographe, pas sur la ceinture. Donc on recommande aux gens, quand on fait une séance de fraction, plutôt la ceinture. En plus, c'est des séances moins longues, c'est quand même moins désagréable. Et puis les ceintures sont quand même beaucoup mieux maintenant qu'auparavant. Dernier élément important, il faut que la peau et les capillaires chauffent, se vasodilatent. Donc quand vous mettez le photoplétismographe, en fonction des gens, il y a des gens qui, au bout de 5 minutes, ils vont capter la bonne fréquence. Moi, ça met 25 minutes. Sur toutes mes séances, quand je fais une sortie longue, je commence, je cours, ça met 25 minutes à m'afficher la bonne fréquence cardiaque. Quand je mets ma ceinture, c'est 30 secondes. Tout de suite, et puis j'ai ma bonne fréquence cardiaque. Donc ça, il faut le connaître aussi pour analyser. Si vous allez faire une sortie de 30 minutes et que vous voulez regarder vos fréquences cardiaques, ça peut être... C'est un peu variable de manière individuelle. On arrive dans le cœur de ce que je vois globalement, ma consultation principale, c'est ça, on va dire. C'est docteur, 220 moins l'âge. Voilà, ça c'est, vous aussi, tout le monde, c'est dans la tête des gens, je ne sais pas pourquoi ça reste encore. Cette formule, déjà, c'est une formule. Haskell et Fox, dite d'Astrand, qui a été justement modifiée après Haskell et Fox. La vraie formule, c'est 220 moins l'âge, plus ou moins 10-15%. Déjà, quand vous mettez 10% de variation, c'est plus vraiment très utile. C'est-à-dire que pour 20 ans, votre fréquence cardiaque maximale elle peut très bien être à 180 ou à 220. Ça change de tout au tout. C'est pas du tout pareil. Cette formule, bon, je ne rentre pas pour comment elle a été éditée, mais en gros, vous voyez, vous avez plein de formules. Plus il y a de formules, moins c'est vrai. Donc il n'y a pas de formule. C'est aussi simple que ça. C'est un ordre d'idée. Oui, il y a un ordre d'idée. C'est-à-dire que quand vous avez 20 ans, si vous avez une fréquence cardiaque max à 190, 210, 220, vous êtes dans la norme.
Si vous êtes à 120, vous êtes en dehors de la norme. Si vous faites un test d'effort et que vous ne montez pas au-dessus de 120, ce n'est pas normal. À l'inverse, vous avez 70 ans, vous faites du sport, vous montez, votre carte de fréquence mètre, il vous montre 190, vous êtes en dehors de la norme. Ce n'est pas normal. Après, chacun a sa fréquence cardiaque maximale. Elle est déterminée génétiquement. Tout comme la fréquence cardiaque de repos est déterminée, la fréquence cardiaque maximale est déterminée génétiquement. La fréquence cardiaque de repos, elle varie par contre. C'est-à-dire que, bon, vous le savez, on dit que les sportifs ont un cœur lent. Plus vous allez augmenter votre tonus vagal, avec l'entraînement, on le verra juste après avec la variabilité de la fréquence cardiaque, plus vous allez avoir une fréquence cardiaque qui va être basse au repos. Mais la fréquence max, elle ne change pas. Elle ne change pas. Cette fréquence cardiaque maximale, qu'est-ce qui la fait changer? Certaines, 5% des sportifs à un très haut niveau d'entraînement peuvent parfois, à la fin de leur préparation spécifique, baisser de 2-3 battements leur fréquence cardiaque max. Ça a été décrit. Ensuite, cette fréquence cardiaque, génétiquement déterminée, elle va, le 220 moins l'âge, pourquoi c'est intéressant? C'est la notion de moins l'âge. C'est-à-dire que chaque année, on perd un battement. En fait, par tranche de 5 à 10 ans, on perd 5, 6, 7, 8, 10 battements. C'est le vieillissement cardiaque, c'est tout simple. On ne verra jamais une personne de 70 ans, en tout cas aujourd'hui, gagner un marathon olympique. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que le cœur est plus vieux, il y a moins de muscles, on est moins souple, il y a moins d'économie d'énergie, etc., etc. Tout ça rentre en jeu. Mais la pompe, elle marche moins bien. C'est comme ça. C'est inéluctable. Et c'est important de le dire, parce que justement, la notion d'âge est importante. Si vous faites du sport après 60 ans, bah c'est très bon pour votre santé, mais il y a un peu plus de risques. Pourquoi? Parce que le cœur vieillit. C'est inéluctable. Et donc, on va raisonner, vous voyez, sur les montres. Et ça, moi, je vois tout le temps. Le problème, c'est que la montre, un peu moins maintenant avec les montres premium, les montres de dernière génération, etc., la fréquence cardiaque, il faut bien en mettre une pour vous donner quelque chose. Donc, ils mettent 220 moins l'âge. Le problème, c'est que si votre fréquence cardiaque max, elle est au-dessus ou en dessous, bah, toutes les zones sont fausses. Et vous vous sous-entraînez, surentraînez, ou vous ne comprenez pas, et puis c'est tout à fait compréhensible. Donc, il faut raisonner à l'échelle individuelle. Donc, les nouvelles montres, les plus récentes, les premium, plus vous allez sortir avec, plus ça va être précis parce qu'elle va capter votre fréquence max. Demain, vous allez faire une séance de 30-30, vous allez faire une séance en côte. Elle va dire, bah, tiens, ça fait 3 fois que un tel monte à 205 battements par minute, bah, je vais passer de 202 à 205. C'est un peu ça l'idée. Et ça va déterminer vos zones. Après, on peut raisonner en zone de pourcentage du seuil lactique, de pourcentage de fréquence cardiaque max, etc., etc. Donc, il faut individualiser. Comment connaître sa fréquence cardiaque max? Soit test de laboratoire, c'est pas la panacée. C'est pas la vraie vie. Un test de laboratoire, ça dure 10-15 minutes. C'est pas ce qu'on fait dans la vraie vie. Donc c'est les tests de terrain qui sont les plus importants pour les déterminer et les répéter dans le temps. Alors, moi, en tant que médecin et vous, pour vous aussi, en tant qu'entraîneur, si jamais il y a des problèmes au niveau de la fréquence cardiaque, de l'arythmie, etc., vous savez que maintenant, ça arrive. Là, je l'ai mis ici sur la Coros. Je vais citer d'autres noms pour ne pas faire de pub, Garmin et Sunto. Pour Coros, là, vous voyez, il commence à avoir l'électrocardiogramme pour la Rossi directement sur votre cardiofréquence mètre. C'est pas juste la fréquence cardiaque, c'est l'électrocardiogramme. Et il y a quand même maintenant des objets connectés, des montres connectées qui donnent ce tracé-là, qui pour nous, en tant que cardiologue, c'est là-dessus qu'on se base sur les diagnostics. Dernier point du topo globalement, c'est la variabilité de la fréquence cardiaque. Tu m'avais demandé de faire un point là-dessus. C'était très à la mode, mais très difficile à déterminer. Parce que moi, je me souviens quand j'étais interne, François Carré, pour ses études, il me demande, qui est un grand cardiologue du sport dans le monde, il me demandait d'aller derrière un ordinateur, de prendre une personne, et je calculais chaque intervalle entre 2 battements sur 24 heures. Donc, il y a 15 000 battements, j'ai passé un certain temps. Et il y en avait 50 comme ça à faire. Donc, entre chaque battement, il fallait que je vérifie que l'intervalle était bien fait. La variabilité de la fréquence cardiaque, c'est quoi? C'est la variabilité quasiment imperceptible entre 2 battements cardiaques. On va avoir un intervalle entre 2 pics de contraction, et ça va mesurer la variabilité. Et pour faire assez simple, vous voyez, maintenant sur les montres, on a changé un peu la méthode de mesure. Elle est beaucoup plus rapide, beaucoup plus précise, beaucoup plus directe. Et c'est, pour moi, qui ai connu l'ancienne méthode de mesure, c'est la révolution. C'est la révolution. C'est-à-dire que c'est accessible tellement facilement que les bras m'en tombent. Et vous avez donc, avec cette variabilité de fréquence cardiaque, plus on va avoir une variabilité élevée,
enfin dans ce sens-là plutôt, si on va sur la gauche, plus on va être entre guillemets en bonne forme. Et à l'inverse, plus la variabilité sera faible, plus on dira qu'elle sera moins bonne. Pourquoi? Parce que c'est la balance du système nerveux autonome entre l'adrénaline, le système de l'adrénaline, le sympathique, celui qui va vous faire fuir dans la jungle devant un gorille, versus le parasympathique, ce qu'on appelle le vagal, le fameux malaise vagal, le tonus vagal, qui va être plutôt pour le repos. Je dors, ma fréquence cardiaque va diminuer, ma tension artérielle va diminuer. Voilà. Donc cette balance entre le système vague et adrénergique, c'est le système nerveux autonome, c'est ce qui gère ce que vous ne gérez pas, c'est automatique, c'est la gestion, etc., de la digestion, etc. Et donc, vous voyez, globalement, je vous ai repris un petit tableau là de l'utilité de l'usage de la variabilité de la fréquence cardiaque. Bah, c'est vrai que c'est plus utile dans les sports individuels. Dans les sports de force ou même s'il l'utilise dans les sports co, moins, mais c'est vrai que dans le running, ça peut être utile. Alors, je ne rentre pas dans le détail, c'est un peu compliqué. Là, je vous avais mis une étude un petit peu d'un marathonien sur son entraînement sur 10 semaines spécifiques, avec les variations au niveau de sa fréquence cardiaque, de son tonus vagal et de comment on peut utiliser éventuellement la variabilité. Et de ça, on va tirer pas mal de choses. C'est grâce à cette variabilité de la fréquence cardiaque que les montres vous calculent votre VO2, en partie. Elle va calculer votre VO2 max, et juste parce que les gens me disent, est-ce que c'est fiable? Oui, c'est fiable. 5% d'erreur, mais pour spécifiquement ce que vous allez faire. C'est-à-dire que si demain, vous vous entraînez d'un côté pour un 10 km et d'un autre côté pour un ultra, on va être entre deux eaux. Si vous faites du triathlon, on va être entre deux eaux. Parce qu'on ne va pas faire les mêmes sports. Mais par contre, si vous vous entraînez spécifiquement pour un marathon, par exemple, on va vous donner votre bonne VO2 max. Et de là, on va tirer plein d'éléments sur vos montres qui sont très fiables. Est-ce que je suis fatigué, pas fatigué? Est-ce que j'ai bien dormi, etc., etc. Voilà l'exemple de l'épreuve d'effort métabolique. C'était juste pour vous dire voilà ce que nous, on voit quand on fait un test. Donc, vous voyez l'énorme variabilité dans les données qu'on voit. Je voulais insister sur 2 points. Plus on augmente en intensité, plus la fréquence cardiaque augmente. Enfin, c'est logique. Et quand on détermine l'effort, l'intensité de l'effort, on sait comment doit augmenter la fréquence cardiaque. Et c'est linéaire. C'est linéaire. Le problème de la course à pied, c'est que dès qu'on court, je vous l'ai dit, c'est intense. Donc forcément, au début, clac, vous avez une grosse montée d'un coup. Et cette grosse montée, elle va dépendre du pourcentage de votre fréquence cardiaque maximale. Si vous avez une fréquence cardiaque maximale à 220, vous allez tout de suite monter à 180 ou 160. Dès que vous allez vous mettre à courir. C'est pas pour autant que votre cœur est nul. Hein. Par contre, si vous avez une fréquence cardiaque maximale à 140, vous allez monter à 100. Et donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas se comparer les uns les autres. Oh, mon mari il me dit que je monte vite en fréquence cardiaque. Mon entraîneur m'a dit que je montais trop vite en fréquence cardiaque, etc., etc. Faut individualiser. Alors, ça permet d'évaluer la capacité d'effort, cette fameuse VO2 max. Plus on va avoir une bonne capacité, je vous ai dit, plus on va réussir à faire des efforts intenses et prolongés. Le fameux Ruffier-Dixon, on l'a tous fait. Sur un plan médical, pour moi, ça ne sert à rien. C'est le truc qu'on ne fait plus. Dans un cabinet médical, on ne fait plus. En vrai, ce test de Ruffier-Dixon, il sert vraiment à évaluer la capacité de chacun. Ça, oui. On fait un Ruffier-Dixon, on peut savoir si on a un bon cœur, un moyen cœur, un mauvais cœur, enfin une moyenne capacité. Oui, mais sur un plan médical, ça ne sert à rien. Voilà pour résumer un petit peu les différentes zones d'entraînement. Hein. Donc, les fameux seuils. Hein. Moi, je vais vous donner ce que je dis à mes sportifs pour que ce soit facile. 80% de la fréquence cardiaque maximale, c'est là où on fait globalement l'endurance. 90% de la fréquence cardiaque maximale, c'est le fameux deuxième seuil. Ce deuxième seuil, c'est à peu près là où on court le 10 km, c'est aux alentours de 90%. Ça, c'est général, c'est la courbe de Gauss, c'est tous ceux qui sont au milieu. Bien évidemment, après, il faut individualiser, et plus on va s'entraîner, plus on va améliorer ces seuils. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, c'est quasiment vrai pour tout le monde quand on fait les tests d'effort métabolique. Et vous retranchez 10% pour être en pourcentage de VO2. Dernier point, j'en ai discuté tout à l'heure, mais ça, c'est votre cœur de métier. Et moi, j'insiste, quand les gens viennent me voir, ils veulent faire une VO2 max, je leur dis, retournez voir votre entraîneur, vous faites des tests de terrain. Ça ne coûte pas cher. On peut le faire à 25 sur la piste. C'est très, très fiable. Le VAMEVAL et le tube test, c'est français. Le LUG léger, c'est français. Et tout le monde utilise ça. Vous l'utilisez, je pense, beaucoup plus que moi et beaucoup mieux que moi. Et c'est vraiment un excellent reflet de la VMA et du VO2 max. Il y a les mêmes pourcentages, si c'est bien fait, les mêmes pourcentages d'erreurs. Alors, vous n'avez pas les seuils. On est d'accord. Mais en termes d'amélioration de sa VMA, on sait qu'on s'améliore. Après, on peut faire d'autres tests pour savoir si on améliore ses seuils. Et dernier petit point intéressant, mais ça c'était plus pour les runners après, le fameux test de demi-Cooper ou Cooper, qui est un peu moins fiable quand même, mais qui a un bon reflet de la capacité. Ça, c'est la petite triade pour terminer de mon
professeur François Carré, hein, que certains connaissent peut-être, il me disait que pour devenir champion olympique, d'abord, il fallait avoir des bons parents. Pour la génétique notamment, au-delà de l'éducation, il faut avoir une bonne base génétique. C'est-à-dire que si vous n'avez pas les bons gènes, vous pouvez vous entraîner tant que vous voulez, vous ne serez pas champion olympique. Deuxièmement, faut améliorer ses capacités, hein, en fonction du sport qu'on fait, hein, sur tout, hein, sur la proprioception, le muscle, etc., l'économie de course pour les runners. Et dernier point, et ça on le voit chez les jeunes, il y a à un moment donné, aux alentours de l'adolescence, il y a un cap à passer sur le plan mental pour accepter, entre guillemets, le sport de haut niveau. Et ça, on le voit beaucoup, notamment chez les cyclistes, où il y en a des très très bons, ils massacrent tout le monde chez les jeunes, puis dès qu'ils passent au-dessus, terminé, ils n'y arrivent plus. Donc pour finir, un petit peu les points clés, hein, la pratique du sport, c'est la base de la prévention. Les risques restent minimes. Le message clé, c'est ça. Il y a des risques, mais ils sont minimes. Les bénéfices sont tellement importants que le risque est faible. L'idée, c'est pas d'aller faire un test d'effort pour dépister. Si vous voulez sauver des vies, il faut dire aux gens qu'il faut évaluer leurs risques, leurs facteurs de risque. En cardiologie, c'est très facile. C'est tabac, hypertension artérielle bien prise, cholestérol, diabète, donc bilan sanguin régulièrement. Et dernier point, l'hypertension artérielle prise avec un tensiomètre automatique. Moi, je dis aux gens que je suis, vous faites de l'hypertension, vous faites un repas de famille, vous prenez votre tensiomètre automatique, vous prenez l'attention à tout le monde dans la famille. Et je vous assure qu'on en dépiste. Je prends un deuxième exemple pour terminer. On a fait les bilans de l'équipe de France de basket avant le mondial, ça leur a pas réussi. J'ai dit à Geoffrey Wanji, qui est le médecin de l'équipe de France, je lui ai dit, je pense que ce serait utile, plus utile, qu'on fasse le bilan au staff qu'aux joueurs. Je ne vous dis pas, c'était bien plus utile, en effet. Les tests de terrain, top. Les tests de VO2 max, honnêtement, c'est fini. Moi, aux sportifs de haut niveau, je n'en fais plus. On ne me demande plus déjà. Les cyclistes en faisaient beaucoup. On a fait Sorso, Jason, etc. Mais là, par exemple, on fait AG2R, Cofidis, on leur fait plus de tests de VO2 max. Ils ont des autres outils. Tous les outils sont bons à prendre. Je ne dis pas que c'est pas bien, mais c'est pas le Graal. La performance n'est pas que le cœur, même si c'est une grosse partie. L'hydratation, on n'a pas parlé, on a plein de choses. On pourrait parler de la dérive cardiaque, on pourrait parler de plein de choses. Et dernier élément qui est important, voilà, il faut individualiser les choses. Tout le monde peut progresser, mais on ne progresse pas de la même manière. Je veux juste terminer sur ça. Donc je fais partie du club des cardiologues du sport. Si vous voulez avoir des notions, parce que vous êtes en tant qu'entraîneur plus basé sur la physiologie, etc., sur notre site, clubcardiosport.com, il y a plein de topos accessibles gratuitement. Alors c'est pour des médecins du sport à la base ou pour des cardiologues, mais très très accessible aussi pour des entraîneurs, sur le cardiofréquence-mètre, sur l'entraînement fractionné, les bénéfices, la physiologie, etc. Je pense que vous pourrez avoir des choses élémentaires. Et ça, vous connaissez sûrement, je les détaillerai plus pour les runners, les fameuses 10 règles d'or, si vous pouvez les afficher, ce serait un petit pas sympathique, même si la Fédé en a fait d'autres affiches. Voilà. Merci, docteur. Passionnant. J'ai appris beaucoup de choses. J'espère que vous aussi, chers entraîneurs. Le professeur Karen ne s'était pas trompé en vous recommandant à nous pour donc une intervention plus qu'instructive. Et puis, voilà, avec des solutions concrètes, de démystifier, de rassurer aussi, par rapport à l'utilisation aussi du cardiofréquence-mètre, parce qu'on entend beaucoup de choses. Vous l'utilisez aussi sur le terrain. Et donc, voilà, merci mille fois pour cette intervention. On vous propose avec l'équipe de passer aux questions, s'il y a des questions ou dans la salle ou en direct dans le chat par rapport à ces sujets. Donc, pour l'instant, pas forcément des questions. Donc, Johan, si on peut passer le micro. Donc, une question de Johan, au docteur Nima Enja, que je remercie vivement. Oui, bonjour. Donc, merci beaucoup pour cette présentation. J'encadre des coureuses et des coureurs et je peux effectivement aller leur demander d'aller voir le médecin et de voir les facteurs de risque. Mais à partir de quel moment on préconise l'activité ou pas? Et voilà, c'est un peu la question. Très bonne question. L'activité physique est toujours recommandée. Moi, je dis aux gens que je vois, vous savez, les gens qui sont en attente de greffe cardiaque, on leur fait faire du sport et du fractionné, à leur niveau, mais on leur fait faire. C'est jamais délétère, en gros. Il faut retenir ça. Ça, c'est pour les rassurer. Après, les facteurs, dès qu'on en a un, il faut aller voir un cardiologue. C'est l'idée, c'est ça. Je suis fumeur, il faut que j'aille voir un cardiologue. J'ai un parent proche qui a fait un problème cardiaque, ça c'est sous-estimé, je vais voir un cardiologue.
J'insiste un petit peu sur ce point-là. Quand on interroge les gens, vous leur dites « Vous avez eu des problèmes cardiaques dans la famille ?»« Oh non, non, non. » Et après, vous êtes sûr, il n'y a personne qui fait de l'hypertension, qui a eu un stent, des pontages. Ah si, bah oui, mon père, il a fait un infarctus, mais c'était il y a 20 ans. Oh, il buvait de l'alcool, il était gros. Non, il y a de la génétique là-dedans. Donc dès qu'il y a un facteur de risque, tabac essentiellement si vous voulez, l'hérédité, on envoie. Et troisième élément, quand on a un symptôme, le symptôme, c'est pas pareil. Si vous voyez, vous, en tant qu'entraîneur, le symptôme, c'est la douleur dans la poitrine, ça on le sait, j'ai mal dans la poitrine, ça fait peur tout de suite. Je fais une syncope, ça c'est l'urgence, tout le monde le sait. Il y a un élément en tant qu'entraîneur que vous devez connaître, c'est la baisse de performance. La baisse de performance inexpliquée, c'est un symptôme potentiellement cardiaque. C'est l'équivalent de l'essoufflement pour le sédentaire. Je cours d'habitude, je dis des bêtises, je fais mon endurance active en 4 kg. Là, quasiment, pas du jour au lendemain, mais sur quelques jours, sur plusieurs entraînements sans explication, je me traîne à 5,30, c'est pas normal. C'est l'équivalent d'une baisse de débit cardiaque, ça. Peut-être. Mais s'il y a un truc, c'est ça. Ça, c'est hyper intéressant. À envoyer chez un médecin, ça, pour le coup, pour moi, c'est un vrai symptôme. Et je peux vous assurer que sur les personnes de plus de 40 ans qui ont ce symptôme, on découvre beaucoup de gens qui ont des problèmes cardiovasculaires. Juste, deuxième élément, en corollaire, c'est le syndrome de l'échauffement. Les fameux diesels. Quelqu'un qui devient diesel du jour au lendemain, c'est pas normal. Si vous avez quelqu'un qui a toujours mis 20 minutes pour s'échauffer, bon, ça va. Mais si du jour au lendemain, il dit « Oh, je vieillis, je deviens un diesel », quand je commence, je suis un peu essoufflé, puis après, bouf, ça se débloque. Ça, c'est un symptôme aussi. Ça s'appelle le syndrome de l'échauffement. Oui, merci. Merci, docteur. Très intéressant. Donc, comme ça a été dit, plus de risques à ne pas, à ne pas assez en faire, à ne pas assez pratiquer, comme ça a été expliqué, que trop pratiquer. Et ça a été démontré bon nombre de fois de la personne qui pratique une heure de marche par semaine jusqu'aux personnes qui sont qualifiées aussi pour les Jeux Olympiques. Je rappelle aussi ce qu'on fait avec la fédération. Ça a été dit par le docteur Enja sur les tests. On a le diagno-running à la fédération qui comprend un test donc pour mesurer sa VMA, mais aussi un certain nombre d'autres petits tests autour de la posture, etc. Donc on vous le recommande, on va le diffuser très prochainement via la fédération à la rentrée, mais les tests de terrain, cette évaluation de départ, elle est vraiment essentielle pour identifier aussi les personnes et mieux les conseiller, mieux les accompagner. Est-ce qu'il y a une autre question ? Ali ? Oui, docteur, voilà. Une question purement pratique, on va dire, sur la vie d'une personne ou d'un athlète en particulier. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a un phénomène de capitalisation en fait, de points de vie, étant donné que quelqu'un qui serait sportif à l'origine, imaginons qu'il s'arrête, est-ce qu'il a capitalisé des points de vie pour pouvoir durer plus longtemps, ou est-ce que il y a une RAZ qui se fait et si c'est pas entretenu, effectivement, il perd ses points de vie? Ça, c'est aussi une très bonne question. C'est entre les deux. C'est-à-dire que plus vous allez cumuler de l'activité dans votre vie, en effet, c'est une capitalisation. Par contre, si on arrête définitivement, on perd. On perd pas tout. C'est-à-dire que tout ce que dans le métabolisme vous avez fait dans votre jeunesse, si vous avez fait 40 ans de sport, demain vous vous blessez, vous ne pouvez plus faire de sport pour une raison, vous avez quand même un meilleur cœur. Et d'ailleurs, ça a été montré, on a pris des sportifs olympiques qui ont fait des JO, et on les a suivis à 60, 70 ans, 80 ans. C'est un peu variable, mais il y a une bonne partie qui garde un cœur de sportif après, alors qu'ils ont arrêté le sport. Des paramètres de cœur Et si vous reprenez, vous allez récupérer beaucoup plus vite. Et plus vous allez cumuler dans le temps, plus vous allez avoir le bénéfice au long cours. J'ai un peu de manière taquine, je dis toujours aux gens, on ne voit jamais de centenaires obèses. C'est les gens qui ont eu une excellente hygiène de vie, très très actifs. Moi, dans ma patientèle, j'en ai quelques-uns. C'est des gens, ils viennent comme vous et moi en consultation. J'ai l'impression qu'ils ont 70 ans. Après, on perd d'autres choses derrière, mais c'est assez hallucinant quand même. Et on capitalise. Donc, si on doit retenir, c'est oui, on capitalise. Il faut faire. Autre question aussi dans la foulée. Pour l'analyse en fait, des fréquences cardiaques en tant qu'entraîneur, est-ce qu'on peut considérer qu'une fréquence cardiaque au repos qui descend, qui baisse, est corrélée à une amélioration de la performance, ou est-ce que c'est complètement décorrélé? C'est complètement corrélé. Peu importe d'où on part. Parce qu'encore une fois, la fréquence cardiaque de base, il y a des familles génétiquement qui ont des cœurs à 45, alors qu'ils font 0 sport. Et puis, par contre, à l'inverse, si on prend en termes en gros, si on prend des groupes de population, peu importe d'où vous partez,
si vous vous entraînez, alors sans autre cause à côté, hein, d'accord, déshydratation, machin truc, si vous baissez votre fréquence cardiaque de repos, c'est que vous augmentez votre tonus vagal. Et l'augmentation du tonus vagal, c'est la fameuse augmentation de la variabilité de la fréquence cardiaque. C'est un peu le... J'augmente ma plage entre ce qui baisse la fréquence cardiaque et ce qui l'augmente, le tonus sympathique et parasympathique. Et en diminuant cette fréquence cardiaque de repos, c'est que vous avez une bonne réponse à l'entraînement. C'est ce qu'on discutait au téléphone ensemble. Et ça, c'est un très très bon paramètre. Et d'ailleurs, dans les données, maintenant dans les montres, ça y est. Et ce qui est surtout très très bien, c'est que la fréquence cardiaque de repos, c'est pas facile à avoir dans la journée. Bah oui, parce qu'en fait, on n'est jamais au repos. Enfin, quasiment, même si vous êtes derrière votre ordinateur, bah, il y a de l'adrénaline parce qu'il y a le stress du travail, etc., etc. Donc c'est pour ça que parfois, porter sa montre pendant le sommeil, c'est hyper intéressant. Et dans les montres de dernière génération, les toutes dernières, là, 1 an ou 2 ans, si vous ne la portez pas la nuit, la variabilité de la fréquence cardiaque, elle est quand même pas très fiable. Elle est forcie pour le seuil, anaérobie, le seuil lactique, pardon. Par contre, il faut la porter la nuit pour avoir cette variabilité de fréquence cardiaque de manière précise. Deuxième élément sur les montres, on peut le faire aussi, pour le tonus vagal et la fréquence cardiaque de base, c'est tous les jours mettre sa ceinture pour que ce soit précis et mesurer la variabilité de la fréquence cardiaque sur 3, 4, 5 minutes en fonction des montres, dans les mêmes conditions tous les jours. C'est un peu plus difficile, mais voilà. Donc, mais en effet, la baisse de la fréquence cardiaque de repos, c'est un bon reflet de l'entraînement. Et donc, dans la continuité de cette réflexion, quand on veut identifier un surentraînement chez un athlète, donc moi je procède en regardant les fréquences cardiaques, est-ce qu'on peut considérer que la remontée de cette fréquence cardiaque au repos peut être signe d'un surentraînement? J'en ai pas parlé exprès. Je savais la question d'après. Je la connaissais. Alors, évidemment, oui. Juste, le petit bémol, c'est le début de l'entraînement. Au début de l'entraînement, on peut avoir une remontée de fréquence cardiaque dans les 2 premières semaines de repos. Ça, c'est bien décrit. Après, ça redescend. Il y a une première phase où ça monte et après ça baisse. Parce qu'on a une augmentation une diminution du tonus vagal aux premières semaines d'entraînement intense. Ça monte un tout petit peu, mais bon, globalement, quelqu'un qui fait toujours du sport, ça se voit quasiment pas. Et par contre, en effet, si vous avez une bonne fréquence cardiaque basse et que d'un coup, vous prenez 10 points, c'est pas normal. On a été en période de Covid. Beaucoup ont dû le voir. Les infections virales, ça engendre une réponse inflammatoire de l'organisme. Mais même après un vaccin, par exemple. Et on a des augmentations de fréquence cardiaque. Et ça peut traîner des mois. Et moi-même, à titre personnel, j'ai eu, première vague de Covid, pendant 2 ans, j'ai eu 15 battements de plus. Mais sans changement de performance, par contre. Mais juste pour dire que c'est quand même... C'est pour ça que ça a été un peu laissé de côté, parce que c'est tellement variable que c'est un peu difficile. Par contre, à l'échelle individuelle, si on sait bien l'utiliser, c'est super bien. Il y a plein de papiers là-dessus, c'est bien. Merci, docteur Enja. Moi, j'ai une question, parce que vous avez parlé de variabilité de la fréquence cardiaque, et puis on voit que les outils sont de plus en plus perfectionnés, et tant mieux, et on pourra aussi faire une conférence à l'occasion aussi sur ces outils de mesure. On en a déjà parlé, mais ça s'améliore. Je lisais ce matin dans une revue qu'il y a donc une montre qui va être capable de mesurer les apnées du sommeil, qui a été validée scientifiquement aux États-Unis. Donc vous voyez qu'on arrive à des outils de plus en plus précis. Vous parliez tout à l'heure de l'affichage de la fréquence, enfin pas que le chiffre, mais vraiment la courbe sur des montres. Donc c'est de plus en plus précis. On parle de variabilité de la fréquence cardiaque et on parle aussi de cohérence cardiaque par rapport à cette variabilité. Est-ce que vous pouvez expliquer, juste par rapport à cette notion qu'on voit de plus en plus utilisée, notamment dans la gestion de son stress. Et on a aussi un certain nombre d'éléments, et je trouve que c'est une notion peut-être à préciser. C'est super intéressant tout ça. Alors, le principe de la cohérence cardiaque, c'est je vais faire une respiration coordonnée et dirigée. Je vais faire sur des cycles d'1 minute, 3 expirations, inspirations. Par exemple, il y a plein de protocoles différents. Donc, je vais inspirer longuement, bloquer, expirer longuement, bloquer. C'est un peu le principe de la sophrologie, etc. Donc, et ça va faire justement varier le tonus vagal, ce fameux tonus vagal. On va faire varier la fréquence cardiaque, entre autres, mais on va surtout faire varier le système nerveux autonome. On va l'entraîner. C'est une rééducation, une éducation du système nerveux autonome. Le sportif, en fait, le fait lui-même. C'est-à-dire que quand vous faites du sport, vous allez automatiquement faire travailler votre système nerveux autonome, puisqu'on a la baisse de la fréquence cardiaque de repos, on vient de le dire, etc., etc. Mais pour quelqu'un qui va être pas très actif, ou même chez un sportif de haut niveau, faire travailler la cohérence cardiaque,
ça va faire travailler tout ce système et les bénéfices sont énormes. Je vous invite à faire un exercice à la maison. Quand vous inspirez très très longuement, lentement, et vous gonflez à fond les poumons, vous allez voir que le cœur va s'accélérer. Et quand vous allez expirer, le cœur va faire et quand vous mettez en apnée, il est vraiment un peu plus lent. Et nous, ça, on l'utilise dans les études de médecine. On fait un travaux pratique là-dessus, où on fait l'électrocardiogramme et on dit aux gens d'inspirer, d'expirer, puis on mesure, puis on voit, c'est hyper rigolo. Et ça, on peut le mesurer. Plus on avance en âge, moins la variabilité est importante, parce que le cœur vieillit. Et vous allez voir que chez les jeunes, tout venant, parce que les jeunes restent quand même très actifs par rapport aux plus âgés, il y a beaucoup de variabilité. Et chez les sportifs de haut niveau, quand moi je fais les électrocardiogrammes, j'ai parfois entre deux battements, j'ai 2 battements qui sont à 35 battements par minute et 2 autres battements après qui sont à 90. C'est énorme. Ça, c'est une excellente réponse. Et avec les montres, en effet, comme tu dis, c'est accessible à tout le monde. C'est hyper facile. Mais même sans avoir de montre, faire des exercices de cohérence cardiaque. Alors, c'est tous les jours pendant plusieurs semaines pour avoir l'impact. Hein. Mais c'est hyper intéressant. C'est un des éléments de la performance. Et puis on montre ainsi aussi cette dimension, l'impact du cœur et ce lien entre la dimension mentale, la gestion de son stress. On en reparlera parce qu'on a une prochaine conférence sur la dimension mentale et la gestion de son stress aussi par rapport aux épreuves, par rapport aux défis, parce que vous devez aussi gérer dans vos groupes d'entraînement des gens qui vont participer à une compétition et qui sont stressés. Comment ça se prépare donc finalement, il y a beaucoup de liens par rapport à tout ça. Est-ce qu'il y a une dernière question un petit peu dans la salle ou en ligne ? On va donner le micro à Fanny, s'il vous plaît. Merci. Alors, il y a Dorothée qui félicite, la présentation est très intéressante, qui précise ça. Ensuite, il y a Jacques qui dit « Bonjour à tous. Pourquoi mentionne-t-on encore en physiologie le terme de lactique et non celui de lactate, beaucoup plus judicieux ?» Et ensuite, il y a « Comment débuter l'échauffement en trottinant, en marchant ou alternant ?» Alors, pour la première question, alors, lactique et lactate, c'est pareil en fait. Si on dit c'est l'adjectif, si on dit seuil lactique, voilà, c'est pareil. Ou lactate, c'est le nom, c'est ce qu'on mesure. Juste quand même pour revenir sur cette notion de lactique. Alors oui, dans la généralité, c'est vrai. C'est-à-dire que quand on fait jusqu'au premier seuil ventilatoire, jusqu'à l'endurance, pour être un peu la physiologie, on a une baisse du tonus vagal. Il n'y a pas d'augmentation de l'adrénaline. Il y a une baisse du tonus vagal, donc proportionnellement, le cœur s'accélère comme ça, par la baisse du tonus vagal. Il n'y a pas d'acide lactique. Ensuite, une fois qu'on passe le premier seuil, il commence à y avoir de l'acide lactique. Des lactates, ce qui est pareil. Mais il y a une maladie qui s'appelle la maladie de McArdle, où il n'y a pas de lactate déshydrogénase, c'est-à-dire qu'ils ne produisent pas de lactate, ces gens-là. Ils n'en ont pas. Mais il y a quand même le seuil. Donc ça prouve bien que ce n'est pas en lien déjà, il n'y a pas que ça, c'est une des données. Mais en effet, acide lactique, seuil lactique, lactate, c'est pareil. Voilà. Nous, en physiologie pure, c'est SV1, SV2. Premier seuil ventilatoire, deuxième seuil ventilatoire. Ça, ce sont les vrais termes. Parce que pour le coup, c'est la ventilation qui est modifiée. Et on ne sait pas encore tout sur la physiologie. Même, nous, on a discuté souvent avec François Carré, la physiologie est imparfaite. C'est pour ça qu'il y a plein de termes. Sinon, deuxième question, c'était sur comment s'échauffer. Alors moi, je ne suis pas entraîneur, je ne vais pas me substituer. Mais le but de l'échauffement, en tout cas sur le plan cardiaque, ou même sur le plan musculaire, ça porte bien son nom, il faut chauffer. Comme tout moteur, un moteur chaud est plus performant qu'un moteur froid. Et il y a moins de risques. Au-delà du moteur, chauffer le moteur, donc le muscle, on doit, entre guillemets, chauffer les vaisseaux. C'est comme ça qu'un muscle chauffe. C'est-à-dire qu'il y a une vasodilatation artérielle, il y a plus de sang qui passe et ça chauffe le muscle. C'est comme ça que ça fonctionne. Pour les artères du cœur, c'est pareil. Les artères du cœur, quand on s'échauffe, vont petit à petit se vasodilater. Il va y avoir plus d'afflux sanguin. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure le syndrome de l'échauffement. Les gens qui ont des artères bouchées, c'est bouché. Enfin, c'est partiellement bouché. Donc, ils vont commencer, c'est un peu gênant, puis il va y avoir une vasodilatation au bout de 15-20 minutes, et pouf, ils sont libérés, comme s'il n'y avait plus rien. Et en fait, donc, l'échauffement, peu importe ce qu'on fait, le but, c'est de ne pas se blesser. Il faut monter en fréquence cardiaque, monter en température. Alors après, il y a autant, je pense, d'échauffement que de personnes. On peut s'échauffer en trottinant, en marchant vite, en marchant dans une côte, en faisant des jumping jacks, en faisant de la corde à sauter. Peu importe, il faut s'échauffer. À 20 ans, on peut s'échauffer 5 minutes. À 35-40 ans, il faut s'échauffer 15-20 minutes. Et moi, en tant que runner amateur sans entraîneur,
déjà, de temps en temps, je ne les respecte pas, mais dans tous les programmes d'entraînement, ça commence toujours par 20 minutes d'échauffement. Après, on peut faire des gammes, on peut faire du travail de pied, on peut faire plein de choses. En fait, pour compléter ce que tu dis, en fait, l'échauffement, il doit être adapté au niveau déjà de la personne, à son expérience. Et pour certaines personnes, par exemple, ça peut commencer déjà par mettre en condition le système tendineux, le système musculaire, avant même de mouvoir la personne. Donc, effectivement, il faut vraiment que ça soit adapté. C'est échauffer tout, en effet. C'est des exercices. Moi, je me souviens qu'à mes entraînements de boxe, on ne faisait pas de cardio du tout, quoi. On commençait, c'était juste des mouvements. Et dernier point, tu disais tout à l'heure, ça dépend du niveau de chacun. Il y a un truc facile à retenir, il ne faut pas être essoufflé. Si vous êtes déjà à l'endurance, au premier seuil, si vous êtes déjà au-delà de l'échauffement, c'est en dessous, donc c'est globalement en dessous de 70-80% de sa fréquence cardiaque max. Et puis évidemment, on tiendra compte aussi des conditions extérieures, température taux d'humidité, etc. par rapport à l'échauffement. Écoutez, merci docteur, c'était passionnant et je pense qu'on reviendra vers vous par rapport à des sujets qu'on pourra approfondir. Et vous voyez aussi, comme ça a été dit, par rapport à la cardiologie, ce sont aussi des domaines scientifiques, des spécialités médicales qui évoluent. C'est comme la nutrition. La certitude d'aujourd'hui ne sera pas forcément celle de demain et on est sur des choses qui évoluent avec la technologie et on progresse. Mais c'est vraiment quelque chose d'essentiel avec une population qui vieillit. Tous les pelotons, vous le savez, chers entraîneurs, vieillissent avant son âge. Donc, d'où l'idée, comme c'était dit, c'est un muscle et on vieillit. On a notre métabolisme qui évolue tout au long de notre vie. Et donc, d'où l'idée d'évaluer le diagno running, les tests de terrain, de prendre en compte. Et d'où l'idée aussi d'être accompagné par vous et que vous puissiez aussi amener les personnes que vous encadrez sur ces conférences. La deuxième, celle qu'on va faire tout à l'heure, pour monter encore le niveau. Parce qu'aujourd'hui, courir, c'est prendre conscience et devenir plus acteur de sa pratique. On parle de littératie, petit concept qu'on redéveloppera prochainement. Mais c'est vraiment essentiel d'amener, encore une fois, tous vos groupes d'entraînement à monter leur niveau de connaissance, d'engagement, vous-même en tant qu'expert et entraîneur, mais aussi les personnes que vous encadrez. Donc, on vous donne rendez-vous pour samedi 23 mars sur un autre sujet stratégique aussi pour l'entraînement, pour la prévention. C'est tout ce qui va concerner la nutrition, l'utilisation ou pas de compléments alimentaires et surtout la prévention par rapport aux conduites dopantes. Parce qu'on voit arriver beaucoup de choses avec notamment les courses de plus longues, les trails. Donc on va traiter tout ça avec des experts passionnants. J'en salue une dans la salle qui nous fera l'honneur de sa présence. Et puis je remercie véritablement le docteur Nima Enja pour son intervention. N'hésitez pas, on vous fera passer les replays pour les gens qui nous écoutent en décalé. Il y aura le document de synthèse avec les points à retenir. Vous pouvez toujours rejoindre le groupe sur LinkedIn pour continuer à échanger, le groupe Académie du Running. Donc, pour cette action de perfectionnement, de montée en compétences réalisée par l'association Planet Running and Walking, je remercie toute l'équipe. Donc, en partenariat avec la Ligue Hauts-de-France, la Fédération française d'athlétisme, et puis le partenaire qui nous suit depuis le début, Harmonie Mutuelle, première mutuelle très engagée dans le running et qui organise et qui soutient la prochaine course que seront les foulées lilloises, organisées par le Lille Métropole Athlétisme, dimanche 3 mars. On vous dit à très bientôt, vive le running et puis au plaisir de vous retrouver. Au revoir.